Et si les humains n'étaient pas la première civilisation sur Terre? Les données scientifiques disponibles dressent un tableau intrigant. Nous savons que la Terre est âgée de 4,54 milliards d'années, tandis que notre espèce, Homo sapiens, n'apparaît qu'il y a environ 300 000 ans. La civilisation organisée, avec agriculture et écriture, ne remonte qu'à 6 000 ans. Entre ces chiffres vertigineux se trouve un écart immense. Pendant des centaines de millions d'années, des environnements comparables aux nôtres ont existé. Des continents entiers ont émergé et disparu, des océans se sont ouverts et refermés. Les conditions auraient pu accueillir d'autres formes de sociétés complexes bien avant la nôtre. Les preuves classiques de civilisation humaine se lisent dans la pierre, les métaux, les fossiles. Pourtant, ces marqueurs disparaissent à grande vitesse à l'échelle géologique. Le béton s'érode en quelques siècles, le fer rouille en moins de 10 000 ans, et même les plus massives de nos constructions seraient méconnaissables après 1 million d'années. Si une civilisation industrielle avait fleuri à l'ère du Crétacé, il y a 100 millions d'années, quelles traces subsisteraient aujourd'hui? Peut-être rien d'identifiable à l'œil nu. Certains chercheurs se tournent vers des indices indirects. Les isotopes stables, les anomalies de carbone, ou encore des concentrations étranges de métaux dans les strates pourraient en être les signatures d'une activité technologique ancienne. Mais ces hypothèses s'opposent aux explications purement naturelles, comme les volcans, les impacts météoritiques ou les variations climatiques. La question se pose alors: comment distinguer ce qui résulte d'une intelligence disparue de ce qui relève des processus aveugles de la planète? Soulever ce doute ouvre un champ d'investigation inédit. Et si les récits de civilisations oubliées, présents dans tant de mythes anciens, étaient le souvenir déformé d'un passé réel, aujourd'hui presque entièrement effacé par le temps et la géologie? Quand on se penche sur l'histoire profonde de la Terre, on est immédiatement confronté à une disproportion troublante entre l'âge de la planète et l'âge de notre espèce. La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années, et pendant une grande partie de cette durée, la vie s'est développée, transformée, diversifiée. Les premières formes de vie unicellulaire apparaissent déjà il y a plus de 3 milliards d'années, tandis que les premières créatures multicellulaires se répandent dans les océans il y a environ 600 millions d'années. Mais ce qui nous interpelle, c'est que les humains, dans leur forme actuelle, ne représentent qu'une fraction minuscule de ce vaste calendrier, une simple poussière au regard de ces immensités de temps. Cela ouvre une question fascinante. Si la vie a eu tant d'occasions de se développer, pourquoi serions-nous les seuls à avoir franchi le cap de la civilisation avancée? Cette interrogation prend racine dans une évidence simple mais souvent négligée. La durée de vie des preuves matérielles est très courte en comparaison avec le temps géologique. Nos villes modernes, même les plus monumentales, disparaîtraient presque entièrement en quelques dizaines de milliers d'années. Les routes, les gratte-ciel, les barrages, les ponts, tout ce qui constitue la preuve visible de notre existence technologique, serait réduit en poussière ou enfoui sous de nouvelles couches sédimentaires. À l'échelle d'1 million d'années, il resterait peut-être quelques artefacts fossilisés, des traces chimiques dans l'atmosphère piégées dans des glaces ou des sédiments, mais rien qui ne ressemble à une ville ou à une machine. Cette réalité signifie qu'une civilisation disparue, même avancée, pourrait très bien avoir existé et s'être effacée au point de devenir invisible pour nous. L'histoire de la Terre s'est marquée par des cycles d'extinction massive. À plusieurs reprises, la biodiversité a été presque entièrement anéantie. L'événement de la fin du Permien, il y a environ 252 millions d'années, a effacé près de 90% des espèces marines et terrestres. De tels cataclysmes, qu'ils soient nés dus à des éruptions volcaniques géantes, à des changements climatiques radicaux ou à l'impact d'astéroïdes, auraient également effacé toute civilisation qui aurait pu exister à ces époques. Il n'est donc pas impossible d'imaginer qu'avant les dinosaures, ou même durant leur règne, une forme de société intelligente ait pu se développer, pour ensuite être rayée de la carte par les mêmes forces implacables qui ont sculpté l'histoire biologique de la Terre. Les mythes humains regorgent d'histoires d'âges d'or disparus et de civilisations effondrées. Des récits de continents engloutis comme l'Atlantide, aux chroniques indiennes des cycles cosmiques où des peuples naissent et disparaissent à intervalles réguliers, on retrouve un schéma récurrent. L'idée que l'humanité n'est pas la première à connaître l'organisation et la chute. Ces récits ne sont pas considérés comme des preuves, mais ils entretiennent une mémoire culturelle qui pourrait être interprétée comme un écho d'événements réels, transmis et transformés à travers des millénaires.
Ils rappellent aussi que la mémoire humaine a tendance à effacer ou transformer les faits au gré des époques, tout comme la géologie efface les traces matérielles. Ce qui rend la recherche encore plus délicate, c'est que la géologie elle-même est une force d'effacement. La tectonique des plaques recycle la croûte terrestre. Des continents entiers disparaissent sous d'autres, emportant avec eux tout ce qui s'y trouvait. Les montagnes s'érodent, les océans se déplacent. La surface de la Terre est une peau en constante transformation. Même si une civilisation avait bâti des structures gigantesques, celle-ci aurait en fini broyée, fondue ou submergée par le passage des millions d'années. Ce qui reste aujourd'hui accessible à nos yeux n'est donc qu'une mince partie de ce qui a existé. Certains chercheurs, en se basant sur cette réalité, proposent une approche différente pour détecter une éventuelle civilisation antérieure. Plutôt que de chercher des ruines ou des artefacts, ils se tournent vers les signatures chimiques et isotopiques. Une activité industrielle, par exemple, pourrait laisser des traces dans les sédiments sous forme d'anomalies dans les concentrations de carbone ou de métaux. Dans notre propre ère, la combustion des énergies fossiles modifie déjà la composition de l'atmosphère et des sols. Si une autre civilisation avait extrait et brûlé massivement du carbone il y a des dizaines de millions d'années, il pourrait subsister une empreinte géochimique reconnaissable. Mais la difficulté est immense car les processus naturels peuvent en générer des anomalies similaires, rendant l'interprétation extrêmement complexe. Il existe également des découvertes archéologiques controversées qui alimentent ce débat. Des artefacts dits anachroniques ont été signalés à différentes époques, comme des objets métalliques retrouvés dans des couches géologiques anciennes ou des structures rocheuses qui semblent avoir été façonnées. La majorité de ces découvertes se sont révélées être des erreurs d'interprétation, des fraudes ou des formations naturelles étranges. Pourtant, certaines demeurent sans explication claire, et ce simple fait maintient vivante la possibilité, aussi mince soit-elle, que quelque chose nous échappe. L'archéologie traditionnelle s'appuie sur un corpus de preuves cohérentes, outils de pierre, fossiles humains, peintures rupestres. Mais ces preuves ne remontent pas au-delà de quelques centaines de milliers d'années. Avant cela, l'absence de données solides ne prouve pas que rien n'existait, mais seulement que rien n'a survécu ou n'a encore été trouvé. Il y a une différence entre absence de preuves et preuve d'absence, et c'est dans cet interstice que naît la question des civilisations oubliées. La réflexion se nourrit aussi de la comparaison avec l'astronomie. Les chercheurs qui cherchent une vie intelligente ailleurs dans l'univers envisagent la possibilité que des civilisations puissent naître et disparaître sans laisser de traces durables. Si cela peut se produire sur d'autres mondes, pourquoi exclure notre propre planète de cette logique ? L'idée choque souvent car elle remet en cause notre position d'espèce unique et privilégiée. Pourtant, la science avance en explorant les hypothèses, même les plus audacieuses tant qu'elles restent ouvertes à la confrontation avec les faits. Il est donc légitime de se demander: avons-nous vraiment exploré toutes les strates de la Terre avec un regard attentif à cette possibilité ? Nos fouilles archéologiques se concentrent sur des sites relativement récents liés à l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais que découvririons-nous si nous orientions nos recherches vers des couches beaucoup plus anciennes, celles du Crétacé ou du Permien ? Si l'on admettait l'hypothèse de traces technologiques fossilisées, où faudrait-il chercher ? Peut-être au fond des océans, là où les sédiments s'accumulent sur des millions d'années, ou dans des formations géologiques isolées qui ont échappé au recyclage tectonique. La question des origines cachées ne consiste pas à inventer des légendes modernes, mais à considérer sérieusement la fragilité des preuves dans le cadre immense de l'histoire terrestre. Le temps est un broyeur impitoyable. Ce que nous considérons comme solide et durable n'est en réalité qu'éphémère sur l'échelle des millions d'années. Cela place notre propre civilisation dans une perspective vertigineuse. Si nous devions disparaître demain, que resterait-il de nous dans 100 millions d'années ? Cette interrogation ouvre à la fois un regard vers le passé hypothétique et un miroir vers notre propre avenir. Et si, dans ces milliards d'années d'histoire, d'autres êtres avaient déjà franchi ce seuil que nous croyons unique, en construisant, organisant, inventant, avant de s'effacer si complètement que seule une poignée d'indices ambigus subsiste ? La possibilité, même infime, continue de hanter les chercheurs et les curieux. Car tant que la Terre porte des cicatrices encore inexpliquées, la porte reste entr'ouverte sur l'idée que nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir tenté l'aventure de la civilisation.
Lorsque l'on évoque la possibilité de civilisations antérieures à l'humanité moderne, une grande partie du débat se concentre sur les découvertes archéologiques et géologiques considérées comme anachroniques. Ces objets ou formations surgissent pour parfois dans des contextes qui semblent impossibles à concilier avec l'histoire telle que nous la connaissons. Bien qu'une majorité d'entre eux soient expliqués par des phénomènes naturels ou des erreurs de datation, certains demeurent intrigants, alimentant l'idée que la Terre pourrait conserver des traces dissimulées d'un passé encore inconnu. Au fil des 2 derniers siècles, des mineurs, des géologues et des amateurs ont signalé avoir trouvé des objets métalliques ou façonnés à l'intérieur de couches rocheuses supposées très anciennes. L'un des exemples souvent cités est celui de sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud, enfouies dans des dépôts datant de plusieurs milliards d'années. Certaines de ces sphères présentent des rainures parfaitement régulières, comme si elles avaient été travaillées. Les géologues expliquent généralement qu'il s'agit de formations naturelles dues à des processus minéraux complexes. Pourtant, pour ceux qui défendent l'hypothèse de civilisation oubliée, ces sphères apparaissent comme des vestiges manufacturés, des indices matériels d'un savoir-faire ancien. D'autres découvertes me soulèvent également des questions. On parle parfois d'objets métalliques ressemblant à des clous, à des chaînes ou à des outils retrouvés dans des blocs de charbon ou de roche. Les sceptiques avancent que ces objets proviennent probablement de contaminations modernes, glissées dans les fissures ou introduits lors des processus miniers. Mais l'imagination collective s'empare de ces récits, et chacun de ces objets devient une pièce potentielle d'un puzzle qui pourrait redessiner l'histoire. Ce n'est pas tant l'objet en lui-même qui impressionne, mais l'idée que sous certaines couches géologiques se cache peut-être une histoire encore non racontée. Au-delà des artefacts, certaines structures naturelles sont interprétées comme des constructions. Le site de Baalbek, au Liban, est souvent cité dans ce contexte. On y trouve d'énormes blocs de pierre, pesant chacun plusieurs centaines de tonnes, intégrés dans une plateforme monumentale. Les archéologues donc considèrent ces blocs comme le résultat d'un savoir-faire exceptionnel d'ingénierie antique, attribué aux Romains. Mais pour certains chercheurs indépendants, la taille colossale de ces blocs dépasse les capacités connues de l'époque et pourrait indiquer des techniques perdues, héritées d'une civilisation beaucoup plus ancienne. De la même manière, les mystérieuses structures submergées comme celles découvertes près de Yonaguni, au Japon, intriguent les scientifiques et les explorateurs. Ces formations rocheuses présentent des angles droits, des marches régulières et des terrasses qui ressemblent étrangement à une architecture façonnée. Les géologues expliquent qu'il s'agit probablement de fracturations naturelles liées à la composition de la roche. Pourtant, l'hypothèse d'un site construit par une culture côtière disparue reste vivace dans les esprits. Si elle s'avérait exacte, cela repousserait considérablement notre chronologie des civilisations. Un autre cas souvent évoqué est celui des géoglyphes, ces immenses figures tracées sur le sol, visibles seulement depuis le ciel. Les lignes de Nazca au Pérou sont les plus connues, mais d'autres figures similaires existent en Asie centrale ou au Moyen-Orient. Elles sont attribuées aux peuples qui les ont réalisées il y a quelques millénaires, mais la question persiste. Pourquoi ces peuples, sans moyen d'observer ces œuvres depuis les airs, auraient-ils créé des figures d'une telle ampleur ? Et si certains de ces tracés étaient les réminiscences de traditions héritées d'un passé beaucoup plus lointain ? Au cœur de ces interrogations se trouve une problématique essentielle, notre tendance à juger l'ancien à l'aune de nos connaissances actuelles. Lorsque nous découvrons un artefact ou une structure ancienne, nous cherchons à l'intégrer dans un récit cohérent, parfois en forçant les explications. Mais il n'est pas impossible qu'une partie de ces vestiges ne s'explique pas uniquement par le hasard de la nature ou le génie humain de notre époque. Ils pourraient en appartenir à une histoire plus vaste, encore dissimulée. Les vestiges mystérieux ne se limitent pas aux pierres et aux métaux. Certaines traditions orales et écrites, transmises à travers les âges, parlent d'objets de pouvoir, de machines divines ou de cités lumineuses. Dans les épopées indiennes, par exemple, les vimanas sont décrits comme des engins capables de voler. Ces récits sont généralement classés dans la catégorie des mythes, mais leur persistance soulève des questions. Ont-ils été inspirés par une mémoire collective d'événements réels ou ne sont-ils que des créations symboliques ? Les chercheurs qui s'intéressent à cette piste adoptent souvent une démarche indirecte. Ils comparent les récits anciens aux découvertes matérielles modernes pour voir si un lien est envisageable. Si une civilisation technologique avait existé, ces machines, ces outils et ces constructions auraient donc fini par disparaître.
mais certaines histoires ou certains symboles pourraient en être les échos transformés. L'archéologie officielle reste prudente face à ces hypothèses, car il est difficile d'établir un lien de causalité entre un mythe et une roche taillée. Pourtant, ignorer ces correspondances serait peut-être négliger un indice précieux. Un point central à retenir est que la rareté des vestiges ne doit pas étonner. Sur des millions d'années, le recyclage naturel de la croûte terrestre, l'érosion et les bouleversements climatiques effacent presque tout. Même notre civilisation, avec ses satellites, ses gratte-ciels et ses autoroutes, laisserait très peu de traces dans 100 millions d'années. Peut-être quelques fragments de plastique fossilisés, des dépôts radioactifs, des couches de béton pulvérisées. Cela montre bien que ce que nous appelons vestiges mystérieux ne sont peut-être que les ultimes fragments, presque miraculeusement préservés, d'un monde disparu. Mais l'obstacle le plus grand réside dans la distinction entre naturel et artificiel. Une sphère parfaite peut être produite par des processus géologiques précis. Des rainures peuvent résulter de variations minérales. Des blocs gigantesques peuvent être sculptés par l'érosion. Chaque fois que l'on croit voir la main d'une intelligence, la nature peut offrir une explication alternative. C'est ici que la rigueur scientifique se confronte à la curiosité spéculative, car si l'on choisit toujours l'explication naturelle, on ferme la porte à l'exploration d'hypothèses plus audacieuses. Ce dilemme nourrit le débat depuis des décennies. Les vestiges mystérieux occupent une place entre science et imagination, entre faits observables et interprétations. Ils rappellent que notre savoir n'est jamais complet et que l'histoire de la Terre pourrait encore contenir des chapitres que nous n'avons pas ouverts. Tant que des objets ou des structures continueront à défier nos certitudes, la question restera entière. Sont-ils le produit d'une nature inventive ou bien les rares survivants d'un âge oublié? Et derrière chaque découverte, une autre interrogation se profile. Si ces vestiges ne sont que des fragments, à quoi ressemblerait l'ensemble? Quelle image plus vaste se dessinerait si nous pouvions contempler ce passé effacé, non pas à travers quelques objets isolés, mais à travers une civilisation entière, vivante et organisée? C'est ce manque de vision globale qui alimente la fascination, car il laisse ouverte la possibilité qu'un autre monde, très différent du nôtre, ait déjà fleuri sur cette planète avant de disparaître sans presque laisser de traces. Lorsque nous parlons d'empreintes perdues, nous évoquons la possibilité que des marques laissées par des civilisations ou des formes de vie intelligentes aient existé, mais qu'elles aient été effacées, transformées ou dissimulées par le passage du temps. La surface de la Terre est en perpétuel mouvement, remodelée par des forces géologiques qui ne cessent jamais leur œuvre. Les océans s'ouvrent et se referment, les continents dérivent, les montagnes s'élèvent puis s'érodent. Dans ce processus ininterrompu, la mémoire matérielle de la planète est sans cesse effacée et réécrite. Imaginez retrouver des empreintes claires de civilisations antérieures, c'est comme chercher l'encre originelle d'un manuscrit recopié et effacé des dizaines de fois. Pourtant, quelques indices étranges persistent, comme si certains fragments de cette histoire refusent de disparaître complètement. Parmi ces indices, les formations rocheuses intriguent particulièrement. Certaines présentent des formes qui rappellent étrangement des marches, des murs ou des routes. En Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, des chercheurs indépendants ont recensé des structures qui paraissent artificielles par leur régularité, mais qui sont officiellement classées comme géologiques. La frontière entre nature et intervention est floue. Une falaise fracturée peut donner l'illusion d'un mur taillé. Une succession de couches sédimentaires peut ressembler à un escalier. Mais cette ressemblance nourrit l'idée que, peut-être, la Terre conserve encore des empreintes laissées par des mains disparues, fossilisées dans des paysages que nous croyons purement naturels. Dans certaines régions du monde, des roches portent également des marques qui rappellent des outils. Il existe des exemples de stries, de perforations ou de polissages qui ne semblent pas pouvoir être expliqués uniquement par l'érosion. Les archéologues attribuent souvent ces traces à des activités humaines anciennes, mais limitées à des sociétés déjà connues. Cependant, lorsque ces marques apparaissent dans des couches géologiques plus anciennes que ce que l'on considère comme l'émergence de l'homme moderne, la perplexité grandit. Ces anomalies sont généralement écartées, considérées comme des erreurs de datation ou des phénomènes naturels. Mais elles laissent ouverte une question troublante. Et si certaines de ces empreintes appartenaient à un passé bien plus reculé que ce que nous admettons? Les fonds marins constituent une autre zone où pourraient subsister des empreintes perdues.
Comme les océans couvrent plus de 70% de la planète et que la majorité de leur profondeur reste inexplorée, il est plausible que d'anciennes structures reposent encore sous des kilomètres d'eau. Des cités côtières englouties, construites par des sociétés humaines connues, ont déjà été découvertes à quelques mètres sous la surface, preuve que la montée des mers au cours des millénaires a recouvert bien des traces. Mais qu'en est-il de civilisations hypothétiques beaucoup plus anciennes? Si elles avaient en prospéré durant des périodes où le niveau des mers était différent, il est concevable que leurs empreintes se trouvent aujourd'hui à des centaines de mètres sous les vagues, inaccessibles au regard. L'un des arguments les plus puissants en faveur de la disparition quasi totale des empreintes matérielles est la fragilité des constructions face au temps. Le béton, le métal, le verre et même les plastiques se dégradent rapidement lorsqu'ils ne sont pas protégés. À l'échelle de quelques milliers d'années, la nature reprend ses droits. Des villes modernes laissées à l'abandon deviennent méconnaissables en quelques décennies. Dans 100 000 ans, elles seraient réduites à quelques débris dispersés. Dans 1 million d'années, il serait presque impossible de les identifier comme des créations humaines. Cette réalité implique que si une autre civilisation avait existé il y a des dizaines ou des centaines de millions d'années, ces empreintes matérielles auraient eu toutes les chances d'être effacées ou intégrées dans le cycle géologique. Certaines hypothèses, mais là se concentrent sur les empreintes chimiques, sont plutôt que physiques. Une civilisation industrielle produit inévitablement des modifications dans l'environnement. Pollution atmosphérique, résidus métalliques, perturbations isotopiques. Ces changements peuvent parfois être préservés dans les couches sédimentaires. Déjà aujourd'hui, notre époque est marquée par ce que les scientifiques appellent l'Anthropocène, caractérisé par une empreinte humaine mesurable dans la géologie future. Mais il est difficile d'imaginer retrouver des empreintes comparables datant de millions d'années, car les processus naturels peuvent produire des signatures similaires. Par exemple, certaines anomalies de carbone dans les sédiments peuvent être attribuées à des activités volcaniques massives, mais certains chercheurs se demandent si elles ne pourraient pas aussi être les restes d'industries disparues depuis longtemps. La question des empreintes perdues va au-delà de la simple recherche matérielle. Elle touche également à la manière dont nous percevons le temps et la mémoire. Les humains ont tendance à croire que leurs créations sont solides, durables, destinées à survivre. Mais l'histoire de la Terre nous montre que tout est transitoire. Les continents se déplacent, les océans se transforment, et ce qui paraît éternel est en réalité éphémère. Reconnaître cette vérité, c'est accepter que même les plus grandes civilisations pourraient s'effacer au point de ne laisser que des traces imperceptibles. Ce constat mène à une réflexion plus large. Si les empreintes d'une civilisation passée sont si difficiles à retrouver, peut-être faut-il chercher autrement. Plutôt que de s'attendre à découvrir des ruines intactes, il faudrait se concentrer sur des indices subtils, comme des anomalies minérales, des motifs répétitifs dans des formations géologiques ou des changements abrupts dans la composition des sols. Chaque détail pourrait être une empreinte, non pas évidente, mais cryptée dans le langage complexe de la géologie. Il est également possible que certaines empreintes aient déjà été découvertes, mais mal interprétées. Des sites classés comme naturels pourraient en réalité contenir des éléments artificiels passés inaperçus. À l'inverse, des formations considérées comme mystérieuses pourraient y trouver une explication naturelle simple. Le défi est d'établir une méthode qui permette de trier objectivement entre ces deux possibilités, sans tomber dans l'excès de scepticisme ni dans l'excès de spéculation. Le regard porté sur ces empreintes perdues est aussi influencé par notre culture et notre époque. À mesure que nos technologies avancent, nous comprenons mieux les processus naturels, mais nous développons également une conscience plus aiguë de notre propre fragilité. Nous savons que notre civilisation pourrait disparaître en un clin d'œil à l'échelle géologique, ce qui rend l'idée de civilisation passée plus plausible. Ce n'est pas seulement une question scientifique, mais aussi un miroir tendu vers notre avenir. La fascination pour les empreintes perdues réside dans ce paradoxe. Elles sont à la fois invisibles et omniprésentes. Invisibles car nous ne les voyons pas directement, et omniprésentes car chaque paysage, chaque roche, chaque océan pourrait en contenir la mémoire d'effacer. Nous vivons sur une planète qui porte les cicatrices de milliards d'années, et il est possible que parmi ces cicatrices se cachent les marques d'êtres qui, avant nous, ont connu la grandeur et l'oubli. Et si un jour nous parvenions à lire correctement ces empreintes, à distinguer dans la pierre et les sédiments les signatures d'une intelligence ancienne, serions-nous prêts à accepter que nous ne sommes pas les premiers, ni peut-être les derniers, à avoir écrit une page de civilisation sur cette terre? Depuis les premières civilisations connues,
l'humanité a conservé des récits qui évoquent tant des peuples disparus, des âges d'or effacés et des mondes engloutis. Ces mythes, transmis de génération en génération, semblent être plus qu'un simple folklore. Ils portent l'empreinte d'une mémoire collective, d'une intuition que notre histoire n'a peut-être pas commencé avec nous. Quand nous examinons ces récits à travers le prisme de la recherche moderne, une question surgit naturellement. Ces histoires ne pourraient-elles pas être les reflets déformés de réalités plus anciennes, peut-être même d'une civilisation antérieure à la nôtre ? Le mythe de l'Atlantide, décrit par Platon dans ses dialogues, reste l'un des exemples les plus célèbres. Selon lui, une société avancée aurait prospéré il y a des milliers d'années avant d'être engloutie par les flots en une seule nuit. Pour de nombreux historiens, il s'agit d'une allégorie philosophique destinée à illustrer les excès humains et la fragilité des sociétés. Mais certains chercheurs se demandent si Platon ne s'est pas appuyé sur un souvenir plus ancien, transmis à travers des traditions orales et déformé avec le temps. L'idée d'un continent perdu, d'une civilisation brillante effacée par un cataclysme, est un motif récurrent dans bien d'autres cultures. Dans la tradition indienne, les textes anciens tels que le Mahabharata et le Ramayana décrivent donc des guerres gigantesques, des armes d'une puissance incroyable et des engins appelés vimanas, capables de voler dans le ciel. Pour les spécialistes des mythes, ces descriptions relèvent du symbolisme et de la poésie épique. Pourtant, certains y voient la trace d'un savoir ancien, peut-être hérité d'une époque révolue. Si l'on admet que les mythes se construisent souvent à partir d'éléments réels, transformés et amplifiés, alors il est possible que ces récits contiennent une parcelle de mémoire d'événements ayant réellement eu lieu. En Mésoamérique, les traditions mayas et aztèques parlent de cycles du monde, où plusieurs humanités se succèdent. Chaque cycle se termine par une destruction, par le feu, par l'eau, par le vent, ou par les tremblements de terre. Notre époque serait seulement l'un de ces cycles, précédé par d'autres mondes habités et anéantis. Ce schéma cyclique rappelle la manière dont la Terre connaît des extinctions massives et des renaissances biologiques. Ici, le mythe rejoint étonnamment les observations scientifiques. La planète a connu plusieurs fins du monde relatives, effaçant les formes de vie dominantes et ouvrant la voie à d'autres. Les légendes des peuples autochtones d'Australie, parmi les plus anciennes traditions orales connues, racontent également l'histoire de temps immémoriaux où des êtres extraordinaires façonnaient la Terre et où des sociétés florissantes existèrent avant d'être détruites. En Afrique, certaines tribus évoquent elles aussi des peuples disparus, dotés de connaissances que leurs descendants n'auraient pas su conserver. Chaque continent porte ainsi sa propre mémoire mythique d'un avant mystérieux. L'intérêt de ces récits ne réside pas dans leur valeur littérale, mais dans leur persistance à travers les millénaires. Les mythes survivent parce qu'ils frappent l'imagination et qu'ils transmettent un enseignement ou un avertissement. Mais il est possible qu'ils transmettent aussi involontairement des échos d'événements anciens. Dans ce cas, ils deviennent de véritables archives de la mémoire humaine, déformées par le temps mais pas entièrement inventées. La difficulté pour les chercheurs est de distinguer entre la part de fiction symbolique et la part de souvenir. Lorsque plusieurs cultures éloignées géographiquement partagent dans des motifs similaires, continents engloutis, âge d'or disparu, guerre titanesque, cycle de destruction et de renaissance, faut-il y voir une simple coïncidence ou le reflet d'une réalité vécue dans un passé très reculé ? L'hypothèse d'un fond commun, transmis puis transformé, mérite au moins d'être posée. Les mythes persistants trouvent également un écho dans les découvertes archéologiques. Lorsque des sites engloutis sont retrouvés, comme certains vestiges en Méditerranée ou en Inde, les récits de cités submergées paraissent soudain moins invraisemblables. La montée des mers après la dernière glaciation a recouvert d'innombrables zones côtières où vivaient peu des populations humaines. Si cela s'est produit en seulement quelques milliers d'années, pourquoi n'aurait-il pas existé d'autres effacements beaucoup plus anciens, dont les traces seraient aujourd'hui invisibles ? Un autre aspect fascinant est le rôle des catastrophes naturelles dans ces récits. Qu'il s'agisse d'inondations, de tremblements de terre, d'incendies ou de pluies de feu, les mythes insistent sur la soudaineté et la violence des destructions. Or, la science nous confirme que la Terre a connu des épisodes cataclysmiques, comme l'impact d'astéroïdes ou les éruptions volcaniques massives capables d'anéantir la quasi-totalité de la vie. Dans ce cadre, les mythes peuvent être lus comme une mémoire culturelle de ces événements, vécus par des peuples et transmis sous forme de récits métaphoriques. Si ces peuples étaient des civilisations avancées,
Leur destruction aurait laissé une impression si profonde qu'elle serait restée gravée dans l'inconscient collectif. Les mythes persistent aussi parce qu'ils remplissent un besoin psychologique, celui d'expliquer l'inexplicable et de donner un sens aux ruines, aux phénomènes célestes ou aux anomalies du paysage. Face à des vestiges dont la fonction avait été oubliée, les sociétés ont inventé des histoires pour combler les vides. Mais si certains de ces vestiges appartenaient réellement à une civilisation très ancienne, alors ces histoires auraient joué le rôle d'un pont fragile entre le réel et l'imaginaire, préservant au moins l'idée que quelque chose existait avant. La recherche contemporaine commence à prendre plus au sérieux la valeur des traditions orales comme source d'information. Des études récentes montrent que certains récits autochtones décrivant des changements côtiers ou des éruptions volcaniques correspondent à des événements géologiques survenus il y a des milliers d'années. Si des mythes peuvent contenir une telle précision sur le passé, pourquoi ne pourraient-ils pas aussi conserver la mémoire déformée d'une civilisation disparue ? Ce qui ressort des mythes persistants, c'est leur capacité à maintenir vivante une interrogation fondamentale. Sommes-nous vraiment les premiers à avoir bâti une société complexe sur cette planète ? Chaque fois que nous lisons une légende de continents engloutis, de guerres célestes ou de cycles du monde, nous pouvons y voir un avertissement, une parabole, mais aussi une hypothèse voilée. Et cette hypothèse, même fragile, nourrit la curiosité scientifique comme la fascination populaire. L'étude des mythes ne nous donne pas de certitude matérielle, mais elle nous rappelle que la mémoire humaine s'étend bien au-delà des archives écrites. Elle plonge dans un passé si lointain qu'il en devient presque inaccessible, mais elle survit, transformée en récit. Si nous voulons comprendre l'éventualité de civilisations disparues, il nous faut considérer ces récits non comme de simples fables, mais comme des fragments d'un dialogue ancien entre l'homme et son histoire. Car derrière chaque mythe persistant se cache peut-être un fait réel, oublié, que le temps a recouvert mais que la parole humaine a refusé d'effacer complètement. Et si ces récits venaient d'un autre âge, celui d'êtres qui, avant nous, avaient déjà connu la grandeur et la chute, lorsque l'on explore l'histoire profonde de la Terre, un constat s'impose. Les datations, aussi précises soient-elles, restent vulnérables aux zones d'ombre et aux anomalies. Les chronologies que nous établissons reposent sur des méthodes scientifiques rigoureuses, qu'il s'agisse de l'analyse des sédiments, de l'étude des fossiles ou des techniques modernes appliquées aux roches. Pourtant, à travers ce cadre apparemment solide, surgissent parfois des contradictions qui remettent en question la linéarité de notre récit. Ces anomalies, bien qu'isolées, ouvrent une brèche vers une hypothèse dérangeante. Et si notre chronologie de la civilisation était incomplète, voire trompeuse, certaines découvertes archéologiques suscitent précisément ce type de réflexion. On retrouve parfois des outils de pierre dans des couches géologiques beaucoup plus anciennes que prévu. Si la science explique généralement ces cas par des intrusions, c'est-à-dire que l'objet a glissé d'une couche à une autre, la répétition de ce phénomène à différents endroits du monde pose question. Chaque anomalie isolée peut être expliquée, mais l'accumulation intrigue. Il en va de même pour certaines peintures rupestres dont les styles paraissent plus avancés que ce que leur datation officielle suggère, comme si les sociétés préhistoriques avaient atteint des stades culturels et artistiques de manière bien plus précoce que prévu. Un autre point de discussion concerne les mégalithes. Des sites comme Göbekli Tepe, en Turquie, définissent les chronologies établies. Découvert au milieu des années 1990, ce site présente des structures monumentales, sculptées et organisées, qui remontent à plus de 11 000 ans. Or, selon nos connaissances, les sociétés de cette époque étaient supposées être composées de chasseurs-cueilleurs sans organisation complexe. Göbekli Tepe bouleverse cette vision, car il suggère que la civilisation humaine pourrait avoir commencé bien plus tôt qu'on ne le pensait. Si de telles anomalies existent dans notre propre chronologie récente, pourquoi ne pourrait-il pas en exister d'autres, beaucoup plus profondes, qui échappent encore à notre compréhension ? Les chronologies peuvent aussi être brouillées par les cataclysmes naturels. Lorsqu'un événement massif survient, comme une éruption volcanique ou une inondation gigantesque, il peut recouvrir, déplacer ou mélanger les strates géologiques. Ainsi, des vestiges peuvent se retrouver à des profondeurs ou à des positions qui ne correspondent pas à leur âge réel. Cela complique considérablement la tâche des chercheurs, car la Terre ne classe pas ses archives de manière ordonnée. C'est un livre dont les pages sont arrachées, réécrites et collées de travers.
Dans ce désordre, il n'est pas impossible que des traces plus anciennes aient été déplacées dans des contextes plus récents, ou inversement. Les anomalies de datation ne concernent pas seulement les objets matériels, mais aussi les récits historiques. Dans de nombreuses traditions, les âges des civilisations sont décrits comme beaucoup plus anciens que ce que la science reconnaît. Les textes sumériens, par exemple, parlent de dynasties qui auraient régné des dizaines de milliers d'années avant l'émergence officielle des premières cités. Ces chiffres sont généralement considérés comme symboliques ou mythologiques. Mais la question demeure, pourquoi inventer des chronologies aussi longues si elles n'étaient pas, au départ, inspirées d'une mémoire lointaine transformée ensuite par le langage mythique? Il existe également le problème de la mémoire humaine elle-même. Les civilisations actuelles se projettent rarement au-delà de quelques milliers d'années. Pourtant, si nous devions imaginer des sociétés ayant existé il y a des millions d'années, nous devons accepter que toute trace lisible par l'œil humain aurait été effacée. Cela explique en partie pourquoi notre chronologie semble si ordonnée. Elle s'appuie sur ce qui est visible et conservé. Mais ce qui n'a pas survécu n'apparaît tout simplement pas dans nos cartes temporelles, créant une illusion de continuité. Autrement dit, notre chronologie est peut-être moins une reconstitution fidèle qu'une reconstruction partielle, bâtie sur les rares fragments qui ont résisté à l'érosion du temps. Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent donc que les fossiles ne représentent qu'une infime fraction de tout ce qui a existé. Les conditions nécessaires à la fossilisation sont exceptionnelles. La majorité des êtres vivants disparaissent sans laisser de traces durables. Appliqué aux sociétés, ce constat est encore plus frappant. Si une civilisation avait existé il y a des millions d'années, la probabilité que ses restes soient non fossilisés, préservés et retrouvés est extrêmement faible. Ce qui signifie que l'absence apparente de preuves ne peut pas être assimilée à une certitude d'inexistence. Certains chercheurs évoquent aussi la possibilité de traces subtiles, enfouies dans les couches profondes. Les anomalies isotopiques, par exemple, pourraient en témoigner d'activités industrielles passées. Pourtant, ces indices sont si ténus et si facilement attribuables à des causes naturelles qu'ils ne peuvent pas, à eux seuls, prouver quoi que ce soit. Là encore, la chronologie officielle se maintient, mais elle reste traversée de failles. Les chronologies procès brouillées s'y posent enfin une question fondamentale. À quel point faisons-nous confiance à nos modèles? Si nos méthodes scientifiques sont fiables pour dater des événements sur des dizaines de milliers ou des millions d'années, elles ne garantissent pas pour autant une lecture complète du passé. La science fonctionne par accumulation de preuves, mais elle dépend aussi de ce que nous sommes capables de trouver. Or, l'immensité des temps et la complexité de la Terre signifient que la plupart des preuves potentielles ont été perdues. Nous travaillons donc sur une archive fragmentaire que nous croyons parfois exhaustive alors qu'elle ne l'est pas. En réalité, la chronologie humaine telle que nous la connaissons pourrait n'être qu'un chapitre isolé dans une histoire beaucoup plus longue. Chaque découverte qui semble en avance sur son temps, chaque site qui remet en cause les modèles établis, chaque mythe qui parle d'un âge oublié, contribue à l'idée que nos repères temporels ne sont peut-être pas définitifs. Ainsi, les chronologies brouillées ne sont pas seulement des anomalies techniques, elles sont le signe que notre regard sur le passé est limité. Nous voyons la Terre à travers le prisme de ce que nous avons trouvé, mais nous oublions tout ce qui a été effacé. Si l'on admet cette fragilité, alors une question se pose naturellement. Que se cache-t-il derrière les silences de l'histoire, dans ces vastes périodes où nous ne voyons rien, mais où la vie continuait de prospérer? Et si dans ces espaces vides de notre chronologie avaient existé d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres civilisations qui se sont effacées au point de ne laisser que des traces illisibles, brouillant ainsi la lecture du temps? À travers l'histoire de l'archéologie et de la géologie, certains objets découverts semblent en décalage complet avec leur époque supposée. Ces artefacts, appelés par certains chercheurs objets anachroniques, nourrissent l'idée troublante que des connaissances ou des techniques avancées auraient pu exister bien avant l'apparition reconnue des civilisations humaines. Même si une grande partie de ces découvertes a reçu des explications naturelles ou a été rejetée comme des erreurs de contexte, elles continuent d'alimenter une hypothèse fascinante. Et si ces objets étaient un rôle et reliques fragmentaires d'une technologie appartenant à une ère oubliée? L'un des exemples les plus célèbres est celui du mécanisme d'Anticythère, découvert au large des côtes grecques au début du XXe siècle.
Cet objet, daté du IIe siècle avant notre ère, ressemble à une machine dotée d'engrenages complexes capables de prédire les mouvements astronomiques. Pour beaucoup d'historiens, ce mécanisme prouve le génie de la Grèce antique, mais il illustre aussi à quel point la technologie peut apparaître de manière isolée et surprenante dans l'histoire. Si une telle sophistication a pu exister il y a 2000 ans, pourquoi ne pas envisager que des inventions comparables aient pu émerger à des époques encore plus reculées, mais dont les traces se seraient perdues? Les partisans de l'hypothèse des technologies anachroniques citent également des objets métalliques retrouvés dans des contextes géologiques anciens. Parfois, il s'agit de sphères, de clous ou de fragments travaillés. Bien que la majorité soit attribuée à des intrusions modernes ou à des formations naturelles, quelques cas demeurent inexpliqués. Leur simple existence rappelle qu'il suffit de très peu d'artefacts pour poser des questions gigantesques sur le passé. Un seul objet véritablement authentifié et impossible à placer dans notre chronologie bouleverserait notre vision de l'histoire terrestre. Certains chercheurs évoquent aussi les mystérieuses batteries de Bagdad, découvertes en Mésopotamie. Ces petits récipients en argile contenant des éléments métalliques pourraient avoir fonctionné comme des dispositifs capables de produire une faible charge électrique. Les archéologues hésitent à les classer comme de véritables batteries, mais si cette hypothèse est correcte, cela signifierait que des connaissances électrochimiques existaient maintenant bien avant l'époque moderne. Même si ces objets ne remontent qu'à quelques milliers d'années, ils illustrent le principe d'un savoir ancien qui peut disparaître, ne laissant que des fragments incompris. Un autre exemple souvent cité concerne les pierres de l'île de Pâques et d'autres monuments mégalithiques. Les blocs massifs, déplacés et érigés par des peuples sans technologie industrielle, défient notre compréhension des moyens utilisés. Les outils connus de l'époque ne semblent pas suffisants pour expliquer la précision et l'ampleur de ces constructions. Et certains y voient l'écho de techniques oubliées, transmises depuis perdues, qui pourraient avoir des racines bien plus anciennes. Dans cette perspective, les mégalithes actuels ne seraient sans que les derniers sont témoins d'un savoir hérité d'une humanité disparue. La notion de technologie anachronique ne se limite pas aux objets matériels. Elle englobe aussi des savoirs conceptuels. Dans plusieurs traditions anciennes, on retrouve des descriptions précises de phénomènes astronomiques, de cycles planétaires ou de calculs complexes. Comment expliquer que des civilisations sans télescope aient pu avoir une connaissance aussi fine de certains mouvements célestes? Certains chercheurs avancent que l'observation sur de longues périodes suffit, mais d'autres s'interrogent. Et si ces connaissances contiennent les vestiges d'un savoir plus ancien, préservé par fragments à travers les âges? La difficulté réside dans la validation scientifique. Chaque fois qu'un objet ou un savoir paraît en avance sur son temps, la communauté scientifique cherche une explication rationnelle et naturelle. Ce scepticisme est nécessaire pour éviter les illusions et les interprétations hâtives, mais il est possible qu'à force de rejeter toute hypothèse audacieuse, nous passions à côté d'indices réels. La frontière entre curiosité légitime et spéculation excessive est mince, et c'est dans cette zone grise que se trouvent les technologies anachroniques. Un point fascinant est la fragilité des connaissances humaines. Une invention peut surgir, prospérer, puis disparaître sans laisser de traces claires. Le mécanisme d'Anticythère en est un exemple. Aucune autre machine similaire n'a été retrouvée, ce qui suggère que ce savoir n'a pas été transmis. Si cela a pu se produire il y a seulement 2000 ans, combien de fois ce processus aurait-il pu se répéter au cours des millions d'années de l'histoire terrestre? Chaque cycle de création et d'oubli efface les preuves et brouille la continuité. Les partisans de cette idée soulignent également que notre propre civilisation pourrait, dans un futur lointain, laisser des empreintes anachroniques pour d'éventuels successeurs. Si dans 100 millions d'années, une nouvelle espèce intelligente fouillait les couches géologiques, elle pourrait découvrir un fragment de circuit imprimé ou un morceau de verre technologique sans comprendre son origine. Pour elle, ce serait un objet anachronique, difficile à placer dans une chronologie. Ce scénario nous aide à concevoir que les objets étranges que nous trouvons aujourd'hui pourraient en être les restes comparables d'un monde antérieur. Certains sceptiques objectent que si une civilisation avancée avait existé avant nous, ces traces seraient en plus évidentes. Mais cette idée ne prend pas en compte la puissance des forces naturelles. La tectonique recycle la croûte terrestre, l'érosion détruit les structures et le temps finit par effacer presque tout. Même les objets les plus résistants, comme les métaux, finissent par se corroder ou se transformer.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les preuves tangibles soient rares et fragmentaires. Les technologies anachroniques, qu'elles soient réelles ou mal interprétées, jouent un rôle essentiel dans le débat. Elles nous obligent à questionner notre certitude historique et à envisager que la connaissance n'évolue pas toujours de manière linéaire. Elles rappellent aussi que le progrès peut être fragile, qu'il peut s'effondrer et disparaître, ne laissant que des énigmes pour ceux qui viendront après. Chaque objet étrange, chaque monument inexplicable, chaque savoir ancien en avance sur son temps agit comme une fenêtre entr'ouverte sur une histoire alternative. Même si la majorité des cas trouvent des explications rationnelles, l'idée qu'un seul d'entre eux puisse réellement provenir d'un âge oublié suffit à maintenir vivante l'interrogation. Et si ces fragments, isolés et mystérieux, étaient un peu tout ce qui reste d'une technologie qui n'appartient pas à nous, mais à ceux qui auraient peut-être marché sur cette Terre bien avant nous, la Terre est une planète mouvante, dont l'histoire ne se lit pas seulement dans ses montagnes et ses déserts, mais aussi dans ses océans. Plus de 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau et la majorité des fonds marins restent encore inexplorés. Les profondeurs abyssales, difficiles d'accès, dissimulent potentiellement des fragments d'histoire que nous n'avons pas encore découverts. C'est dans cet immense territoire englouti que certains chercheurs situent les meilleurs candidats pour retrouver les traces d'éventuelles civilisations oubliées. Car si une culture avancée s'était développée à une époque reculée, il est hautement probable que nombre de ces implantations se trouvaient sur les zones côtières, vulnérables aux fluctuations du niveau des mers. L'exemple le plus frappant est celui de la dernière grande glaciation. Il y a environ 20 000 ans, le niveau des mers était inférieur d'une centaine de mètres à ce qu'il est aujourd'hui. D'immenses étendues tendues de terre côtière étaient alors émergées, permettant aux populations humaines de s'installer dans des zones aujourd'hui totalement immergées. Lorsque les glaciers ont fondu et que le niveau des océans a monté, ces régions se sont retrouvées sous les eaux, effaçant la mémoire de leurs habitants. Ce que nous observons aujourd'hui, dans les fonds marins peu profonds, ce sont parfois des vestiges de ces sociétés anciennes, comme des cités englouties découvertes au large de l'Inde ou dans la Méditerranée. Ces sites ne datent que de quelques millénaires, mais ils démontrent le principe. La mer est un immense cimetière d'histoires humaines disparues. Si cela est vrai pour l'humanité récente, pourquoi ne le serait-ce pas pour des sociétés plus anciennes encore ? Les cycles glaciaires et interglaciaires ont modifié le niveau des mers à de multiples reprises. De vastes zones côtières ont émergé puis disparu au fil des millions d'années. Si une civilisation antérieure avait existé, ces empreintes seraient aujourd'hui dissimulées dans ces étendues englouties. Mais la difficulté est immense. Cartographier et explorer les fonds marins nécessite des technologies lourdes, et nos recherches ne couvrent qu'une fraction infime de ce qui existe. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que les abysses de nos océans. Des exemples concrets viennent nourrir cette réflexion. Près de l'île de Yonaguni, au Japon, des plongeurs ont découvert, dans les années 1980, une structure monumentale composée de terrasses, d'escaliers et de formes géométriques étonnamment régulières. Certains chercheurs considèrent qu'il s'agit d'une formation naturelle, créée par la fracturation de la roche. Mais d'autres y vouaient de la main d'architectes anciens, dont la cité aurait été engloutie il y a plusieurs millénaires. Quelle que soit la vérité, cette découverte rappelle que les océans recèlent des formes énigmatiques, susceptibles de transformer notre perception du passé. En Inde, au large de la ville de Dwarka, des chercheurs ont identifié des structures immergées qui pourraient appartenir à une cité antique mentionnée dans les épopées sanskrites. Là encore, les débats en depuis sont vifs. S'agit-il de ruines humaines ou de simples formations naturelles ? Le fait même que de telles découvertes suscitent encore la controverse montre combien les indices submergés sont difficiles à interpréter. Ils se situent toujours à la limite entre le naturel et l'artificiel, entre l'imagination et l'analyse scientifique. Les océans ne se contentent pas de recouvrir des cités. Ils préservent aussi les sédiments, qui sont de véritables archives du temps. Dans les couches profondes, il est possible de retrouver les traces chimiques d'événements anciens, changements climatiques, éruptions volcaniques ou même anomalies qui pourraient être liées à des activités technologiques. Si une civilisation industrielle avait existé il y a des dizaines de millions d'années, peut-être a-t-elle laissé une empreinte subtile dans ses eaux strates, mais distinguer entre une signature naturelle et une empreinte artificielle est un défi presque insurmontable. L'océan conserve, mais il brouille aussi.
Un autre facteur renforce l'idée que les indices submergés méritent une attention particulière. La montée inexorable du niveau des mers continue aujourd'hui. Nos propres villes côtières, si elles étaient abandonnées et recouvertes par l'eau, se transformeraient en quelques siècles en ruines marines, envahies par la vie aquatique. En quelques millénaires, elles deviendraient méconnaissables. À l'échelle des millions d'années, elles seraient intégrées dans un relief sous-marin, indiscernable d'une falaise ou d'un récif. Autrement dit, l'avenir de nos propres empreintes pourrait ressembler aux mystères que nous observons déjà dans les profondeurs. Les océans posent aussi un problème pratique pour la recherche. Explorer un site archéologique terrestre demande déjà des moyens considérables, mais plonger dans les profondeurs requiert des sous-marins, des robots et des équipements sophistiqués. Cela explique pourquoi tant d'espaces marins demeurent inexplorés. Il est donc tout à fait possible que des ruines spectaculaires reposent encore à quelques centaines de mètres sous l'eau, invisibles pour nous simplement parce que nous n'avons pas encore eu les moyens de les chercher. Dans certaines légendes, les civilisations disparues sont précisément associées à des mondes engloutis. Atlantide, Mu, Lemuria, autant de noms qui évoquent des continents perdus dans l'océan. Même si la plupart de ces récits sont considérés comme mythiques, ils trouvent un étrange écho dans la réalité géologique. L'histoire de la Terre est ponctuée de continents qui ont existé puis disparu, comme le Gondwana ou la Pangée, brisés et dispersés par la tectonique. Peut-être que les mythes des mondes submergés reflètent une mémoire ancienne de ces transformations, intégrées dans la culture humaine sous forme de récits symboliques. Les indices submergés ne sont pas uniquement matériels ou géologiques, ils sont aussi conceptuels. La simple idée que les océans dissimulent des traces d'histoires inconnues est devenue un moteur de recherche et de spéculation. Chaque expédition sous-marine, chaque relevé sonar, chaque plongée apporte de nouvelles données qui pourraient contenir des surprises. Et dans cet immense champ encore inexploré, la possibilité d'une découverte bouleversante demeure ouverte. Ce qui rend ces indices si captivants, c'est la manière dont ils relient la fragilité des civilisations au caractère implacable de la nature. Une cité prospère, bâtie au bord d'une mer calme, peut disparaître sous les flots en une génération, effaçant des siècles d'efforts humains. Le même mécanisme, amplifié par des millions d'années, pourrait avoir effacé d'autres sociétés dont nous n'avons même pas conscience. La mer, dans ce sens, agit comme une archive paradoxale. Elle recouvre et protège en même temps. Elle efface et conserve, laissant derrière elle des énigmes que nous devons décoder. La recherche des indices submergés nous place donc face à une double incertitude, celle de notre ignorance sur l'océan et celle de notre ignorance sur le passé. En combinant ces deux zones d'ombre, nous obtenons un terrain immense pour la spéculation scientifique. Peut-être qu'un jour, une expédition révélera une structure indiscutable, un artefact qui ne pourra pas être attribué au processus naturel. Si ce jour arrive, notre conception de l'histoire de la Terre sera radicalement transformée. En attendant, nous contemplons les fonds marins comme un livre encore fermé dont seules quelques pages ont été entr'ouvertes. Mais même ces pages suffisent à éveiller l'imagination. Car si nous avons déjà trouvé, par hasard ou par recherche ciblée, quelques ruines englouties appartenant à notre propre histoire récente, qu'est-ce qui nous empêche de croire que d'autres, bien plus anciennes, attendent encore sous les vagues invisibles et silencieuses, témoins d'un monde que nous avons oublié? L'histoire de la Terre n'est pas une succession paisible d'évolutions lentes et régulières. Elle est ponctuée de ruptures brutales, de bouleversements radicaux qui ont changé la face du monde en un instant à l'échelle géologique. Ces forces cataclysmiques ont le pouvoir d'anéantir la quasi-totalité de la vie, de remodeler les continents, d'élever ou d'effacer des montagnes, de transformer les océans et, par extension, de détruire toute trace d'une civilisation qui aurait pu exister. Lorsqu'on réfléchit à la possibilité que d'autres sociétés intelligentes aient vu le jour avant nous, il est impossible de ne pas tenir compte de ces événements apocalyptiques qui agissent comme des effaceurs de mémoire planétaire. L'un des exemples les plus connus est l'impact qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d'années. Un astéroïde géant, tombé dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, a libéré une énergie inimaginable, soulevant des nuages de poussière qui ont plongé la planète dans une obscurité glaciale pendant des mois, voire des années. Les écosystèmes se sont effondrés et la chaîne alimentaire s'est brisée. Si une civilisation avait existé à cette époque, même avancée, elle aurait été balayée par la puissance de ce cataclysme. Ces cités auraient été réduites en cendres, ces infrastructures pulvérisées,
Ces survivants condamnés à un monde hostile. Après quelques millénaires seulement, il n'en resterait rien de reconnaissable. Mais les impacts cosmiques ne sont pas les seuls responsables de ces destructions. La Terre elle-même génère des catastrophes planétaires. L'exemple de l'extinction du Permien, survenue il y a environ 252 millions d'années, illustre cette brutalité. Des éruptions volcaniques massives ont libéré d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère, provoquant un réchauffement global, une acidification des océans et une asphyxie de la vie marine. Près de 90% des espèces vivantes ont disparu. Dans un tel contexte, une civilisation, même technologiquement avancée, aurait eu peu de chances de survie. Ces traces auraient été englouties par les laves, les cendres et les bouleversements géologiques. Les cataclysmes peuvent aussi venir du ciel sous forme d'éruptions solaires. Des tempêtes solaires d'une puissance extrême pourraient anéantir toutes les infrastructures électriques et électroniques d'une société moderne. Si de tels phénomènes se produisent aujourd'hui, notre dépendance à la technologie rendrait leurs effets dévastateurs. Imaginons alors une civilisation ancienne qui aurait développé des réseaux énergétiques sophistiqués. Elle aurait pu être vulnérable aux mêmes dangers, réduite au silence par une seule pulsation du Soleil. Même sans laisser de cratères ou de lave, ce type d'événement aurait suffi à plonger un monde avancé dans l'oubli. Les variations climatiques extrêmes constituent une autre forme de force cataclysmique. La Terre a connu plusieurs périodes glaciaires où d'immenses calottes de glace recouvraient une grande partie des continents. Ces périodes ont alterné avec des phases de réchauffement intense. Chaque transition a remodelé la surface terrestre, engloutissant des terres, asséchant des mers, forçant les espèces à migrer ou à disparaître. Dans ces changements radicaux, toute infrastructure humaine ou non humaine aurait été engloutie par la glace ou effacée par la montée des eaux. L'histoire récente nous offre un aperçu de ce mécanisme. Après la dernière glaciation, la montée des mers a submergé d'innombrables zones côtières où vivaient nos ancêtres. Si cela s'est produit en quelques millénaires seulement, que dire des millions d'années précédents ? Les séismes et les tsunamis, bien que plus localisés, peuvent eux aussi avoir un effet destructeur massif sur des civilisations côtières. Des vagues gigantesques capables de raser des villes entières en quelques heures ont été documentées dans l'histoire humaine. Si de tels phénomènes se produisaient de manière répétée, ils pourraient effacer toute trace d'implantation ancienne, surtout si ces implantations se situaient de près des océans, là où les civilisations ont toujours eu tendance à s'installer. Ce qui est frappant dans l'étude de ces forces, c'est leur caractère inéluctable. Elles ne dépendent pas de la volonté des êtres vivants, mais des mécanismes internes ou externes de la planète et de l'univers. Elles sont imprévisibles à l'échelle humaine, mais inévitables à l'échelle géologique. Toute civilisation, qu'elle soit humaine ou non, doit composer avec ces menaces permanentes. Les civilisations connues dans l'histoire n'ont pas été anéanties par des cataclysmes planétaires, mais par des guerres, des famines ou des effondrements internes. Pourtant, si l'on élargit la perspective temporelle, il est évident que les grandes extinctions, les impacts, les éruptions ou les glaciations ont le pouvoir d'effacer bien plus que des sociétés. Elles peuvent effacer la mémoire même de leur existence. Un autre aspect important est la rapidité de ces destructions. Là où l'érosion et la tectonique effacent lentement les traces au fil des millénaires, les forces cataclysmiques agissent en un instant. En quelques jours ou en quelques années, elles peuvent transformer une planète habitable et florissante en un désert de cendres ou de glace. Cette brutalité explique pourquoi les archives du passé sont si difficiles à lire. Elles ont été brisées, recouvertes, disloquées par ces événements. Si nous cherchons les traces d'une civilisation disparue, nous devons garder à l'esprit que celles-ci ont peut-être été littéralement pulvérisées par des forces contre lesquelles aucune technologie, aussi avancée soit-elle, n'aurait pu résister. La notion même de civilisation oubliée trouve ici un ancrage solide. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des disparitions mystérieuses ou des effacements magiques. La nature, par sa violence, suffit amplement à expliquer pourquoi rien ne subsisterait. L'oubli ne serait pas le résultat d'une conspiration ou d'un effacement volontaire, mais simplement de la mécanique impitoyable de la planète et du cosmos. Chaque fois qu'une couche géologique témoigne d'un cataclysme, elle peut aussi être l'endroit où s'est achevée une histoire que nous ne connaîtrons jamais. Pourtant, les forces cataclysmiques ne détruisent pas tout. Elles laissent parfois des indices fragmentaires, des anomalies chimiques, des fossiles de masse, des dépôts inhabituels. Ces marques sont comme des cicatrices inscrites dans la mémoire de la Terre, et si nous apprenions à les lire autrement,
Peut-être pourrions-nous y déceler, au-delà des extinctions biologiques, les traces d'effacement civilisationnel. La difficulté est de séparer ce qui relève de la nature brute de ce qui pourrait être la conséquence d'une activité intelligente. Mais cette difficulté ne doit pas nous dissuader, car c'est précisément dans ces zones d'incertitude que réside la possibilité d'une découverte majeure. Ainsi, l'idée de force cataclysmique nous rappelle deux vérités essentielles. La première est que la Terre est un monde instable, où rien n'est acquis, où toute trace matérielle peut disparaître. La seconde est que si nous cherchons des civilisations disparues, nous devons penser non pas en termes de monuments préservés, mais en termes de fragments rescapés d'événements destructeurs. Dans ce chaos, l'absence de preuves devient compréhensible, mais l'absence de possibilités ne peut jamais être affirmée. Et si parmi les multiples extinctions qui ont marqué notre planète, certaines n'avaient pas seulement effacé des espèces animales, mais aussi des sociétés intelligentes, réduites au silence par des forces contre lesquelles elles n'avaient aucune chance de lutter. Quand on évoque la mémoire fossilisée, on ne parle pas uniquement des restes biologiques d'êtres vivants, mais aussi de la possibilité que des traces de civilisations disparues aient été piégées et conservées dans la pierre, les métaux ou les minéraux. La fossilisation n'est pas un phénomène limité aux os ou aux coquilles. Elle peut aussi concerner des empreintes, des marques d'outils, des dépôts chimiques ou même des structures entières figées par les caprices de la géologie. Si une société avait existé il y a des millions d'années, il est concevable que les seuls souvenirs qui nous parviennent soient justement ceux qui auraient été préservés par un concours de circonstances exceptionnelles. La nature de la fossilisation est sélective. Elle ne garde qu'une fraction minime de tout ce qui a existé. Les conditions nécessaires sont rares: absence d'oxygène, sédimentation rapide, pression constante. La majorité des organismes vivants se décomposent sans laisser de traces, et encore moins leur création artificielle. Pourtant, certaines découvertes surprenantes montrent que des objets ou des empreintes peuvent se conserver de manière inattendue. On a retrouvé des empreintes de pas humains datant de dizaines de milliers d'années, parfaitement gravées dans des couches de boue solidifiées. Si des traces aussi fragiles peuvent résister, pourquoi pas d'autres marques appartenant à des sociétés bien plus anciennes, perdues dans le temps? Certains objets intrigants ont alimenté cette hypothèse. Des traces de rainures régulières, découvertes dans des carrières de pierre, paraissent peu trop précises pour être naturelles. Elles rappellent en des marques laissées par des outils ou des machines. Les sceptiques avancent que des phénomènes géologiques peuvent produire des stries similaires, notamment lors de déplacements de glaciers ou de fractures rocheuses. Mais l'idée persiste que certaines de ces marques pourraient être des mémoires fossilisées d'une activité disparue. Elles seraient comme les fantômes de gestes anciens, conservés par hasard dans la matière minérale. La mémoire fossilisée peut aussi se manifester par des anomalies métalliques. Parfois, des nodules ou des inclusions présentent des formes régulières qui rappellent des artefacts manufacturés. Certains chercheurs indépendants affirment avoir retrouvé des fragments métalliques ressemblant à des alliages complexes dans des couches géologiques trop anciennes pour coïncider avec l'histoire humaine connue. Les explications conventionnelles parlent de dépôts naturels, d'oxydation inhabituelle ou de contamination moderne. Mais la question demeure: et si une partie de ces anomalies correspondait à des objets artificiels transformés par le temps au point de devenir méconnaissables? Les gisements de charbon sont un autre lieu où des découvertes étranges ont été signalées. Comme le charbon est constitué de matière organique vieille de millions d'années, certains artefacts retrouvés en son sein ont intrigué les observateurs. Des objets en fer ou en pierre y ont été rapportés, pris dans la masse solide. Dans la majorité des cas, les chercheurs concluent qu'il s'agit d'intrusions récentes ou d'erreurs d'interprétation. Mais si un seul de ces cas était authentique, il impliquerait que des objets façonnés existaient déjà avant la formation des couches géologiques qui les contiennent. L'une des dimensions les plus intéressantes de cette idée est la transformation des matériaux avec le temps. Un objet métallique enfoui pendant des millions d'années ne ressemblerait plus du tout à ce qu'il était à l'origine. Il serait oxydé, altéré, peut-être entièrement recouvert de minéraux. À première vue, il pourrait être pris pour une roche. Ce processus de minéralisation est connu: des troncs d'arbres entiers se transforment en pierre, devenant du bois fossile. Si la nature peut fossiliser une forêt entière, pourquoi ne pourrait-elle pas fossiliser un fragment de civilisation? La mémoire fossilisée serait alors là, sous nos yeux, mais déguisée en formation naturelle.
Il faut aussi considérer la dimension chimique. Une activité industrielle ou technologique pourrait laisser des signatures particulières dans la composition des roches. Par exemple, une production massive de chaleur ou l'usage d'alliages spécifiques pourrait créer des dépôts inhabituels. Ces anomalies chimiques, une fois solidifiées, deviendraient elles aussi une mémoire fossilisée. Les chercheurs parlent déjà de l'Anthropocène comme d'une époque où nos activités laisseront une trace géologique reconnaissable, résidus de plastique, radioisotopes, dépôts de carbone. Si nous disparaissions demain, ces signatures deviendraient donc les preuves fossilisées de notre passage. Rien n'interdit d'imaginer que des signatures similaires, vieilles de millions d'années, puissent déjà exister quelque part dans les strates terrestres. La difficulté, encore une fois, est de différencier le naturel de l'artificiel. La géologie produit des formes surprenantes qui imitent même parfois parfaitement les créations humaines. Une sphère polie, une ligne droite, une symétrie régulière, autant de motifs que nous associons spontanément à l'intelligence, mais qui peuvent aussi naître de processus physiques. Le danger est de projeter nos attentes sur des phénomènes naturels. Pourtant, cela ne signifie pas que toute forme régulière est naturelle. La véritable question étant de savoir comment établir un critère fiable permettant de reconnaître une mémoire fossilisée artificielle. La mémoire fossilisée ne se limite pas à la Terre. Sur Mars, des structures géologiques intrigantes ont déjà suscité des débats semblables. Certaines photos semblent montrer des formes artificielles immédiatement interprétées comme des vestiges possibles. La communauté scientifique insiste sur l'explication naturelle, mais l'intérêt suscité par ces images montre que nous cherchons instinctivement la mémoire fossilisée de civilisations ailleurs. Si nous sommes prêts à la chercher sur une autre planète, pourquoi pas sur la nôtre ? L'un des éléments les plus fascinants de ce concept est qu'il nous oblige à reconsidérer notre rapport au temps. Nous pensons souvent que l'histoire se lit dans des textes, des monuments ou des objets intacts, mais à l'échelle des millions d'années, il ne reste que des empreintes indirectes, fossilisées dans la matière. Ces empreintes ne racontent pas une histoire claire, mais elles murmurent qu'il y a eu quelque chose. Elles sont des fragments énigmatiques, qui exigent de nous une lecture patiente et imaginative. La mémoire fossilisée soulève aussi une question sur notre avenir. Que restera-t-il de nous dans 100 millions d'années ? Peut-être seulement quelques couches enrichies en plastique, quelques isotopes radioactifs, quelques fossiles d'ossature mêlés à des débris technologiques. Pour une éventuelle civilisation future, ces traces sembleraient étranges, anachroniques, difficiles à interpréter. Elles seraient dans nos propres mémoires en mecs fossilisés, énigmatiques comme celles que nous croyons peut-être déjà voir aujourd'hui. Ce parallèle nous aide à comprendre la portée de l'hypothèse. Si nous admettons que notre propre civilisation ne laissera que des restes fossiles à peine lisibles, alors il est parfaitement logique d'imaginer que d'autres civilisations ont pu exister avant nous, ne laissant que des fragments tout aussi ambigus. Les anomalies que nous observons dans certaines roches pourraient en être exactement cela. Les souvenirs fossilisés d'un monde oublié, invisible tant que nous ne changeons pas notre manière de les interpréter. Ainsi, la mémoire fossilisée n'est pas seulement une idée scientifique, elle est aussi une invitation à élargir notre perception. Elle nous rappelle que le passé est inscrit partout autour de nous, mais sous une forme cryptée. Il ne s'agit pas d'attendre de découvrir une machine intacte ou une cité préservée, mais d'apprendre à lire les messages subtils laissés dans la pierre et les métaux. Peut-être que la clé se trouve déjà dans les musées de minéralogie ou dans les laboratoires, sous la forme d'échantillons catalogués comme naturels, mais qui portent en réalité une mémoire bien plus profonde. Et si, dans une simple pierre posée sur une étagère de musée, se cachait l'empreinte fossilisée d'une civilisation antérieure à la nôtre, attendant seulement que quelqu'un pose les bonnes questions pour révéler son secret. Depuis les ères, certains paysages révèlent des formes qui ne se distinguent pas au sol. Des lignes, des géométries et des alignements apparaissent maintenant alors, donnant l'impression qu'une main intelligente a voulu marquer la surface de la Terre. Ces configurations intriguent depuis longtemps, car elles semblent défier l'idée que les sociétés anciennes, ou même hypothétiques, n'avaient ni les moyens ni les raisons de créer des motifs visibles uniquement depuis une grande hauteur. Ce phénomène a nourri l'imaginaire, mais aussi la recherche scientifique, car ces lignes terrestres, qu'elles soient naturelles ou artificielles, posent une question dérangeante. Et si certaines d'entre elles étaient dans les vestiges d'une connaissance perdue, voire d'une civilisation oubliée, le cas le plus célèbre est celui des lignes de Nazca, au Pérou. Étendues sur des dizaines de kilomètres, elles représentent des figures animales,
des formes géométriques et d'immenses tracés de rectilignes. Réalisées il y a plus de 1500 ans, elles demeurent sans visible grâce au climat aride de la région. Officiellement, elles sont attribuées à un peuple ayant développé une symbolique religieuse et astronomique, mais leur visibilité uniquement depuis le ciel intrigue. Pourquoi créer des motifs qu'aucun membre de la société ne pouvait contempler dans leur intégralité? Certains chercheurs proposent donc que les lignes étaient destinées dotées à être vues en destin par les dieux, d'autres qu'elles servaient d'observatoires astronomiques ou de chemins rituels. Mais dans l'esprit de ceux qui imaginent une histoire plus profonde, ces tracés pourraient être l'écho d'une tradition bien plus ancienne, transmise à travers les âges et héritée d'un passé oublié. Les géoglyphes ne se limitent pas au désert péruvien. En Asie centrale, dans les steppes du Kazakhstan, d'immenses figures géométriques ont été découvertes récemment grâce aux images satellites. Carrés, cercles, croix. Autant de formes dont la taille dépasse largement ce que l'on attend d'une simple décoration. Leur fonction reste mystérieuse. En Angleterre, des silhouettes gigantesques gravées à la craie, comme le cheval blanc d'Uffington, rappellent aussi cette tendance à marquer la Terre à grande échelle. Ces exemples, bien que plus récents, s'inscrivent dans un schéma global. Partout dans le monde, des peuples ont tracé des lignes visibles seulement depuis une grande hauteur. Cette récurrence interroge. S'agit-il d'un comportement universel ou bien d'un héritage partagé venant d'un temps si ancien qu'il a perdu son sens original? Certains chercheurs se penchent aussi sur les alignements mégalithiques. Les pierres dressées de Karnak en Bretagne forment des files régulières qui semblent répondre à une logique dépassant la simple disposition aléatoire. Les monuments de Stonehenge, avec leur alignement astronomique, participent de cette même énigme. Bien que datés de quelques milliers d'années, ces sites s'intègrent dans un ensemble plus vaste où l'humanité a cherché à organiser l'espace terrestre selon des schémas précis. Mais il était possible d'imaginer que cette pratique n'ait pas commencé avec nous. Peut-être ces alignements ne sont-ils que la continuité d'une habitude plus ancienne, initiée par d'autres sociétés bien avant l'émergence des civilisations humaines connues. Les lignes terrestres ne sont pas toujours tracées ou construites. Certaines formations naturelles, comme des crêtes, des vallées ou des cours d'eau, forment des motifs étonnamment réguliers. Des chercheurs ont noté que certains alignements de sites archéologiques semblent suivre ces lignes naturelles, comme si les bâtisseurs avaient consciemment intégré la géographie dans leur planification. Mais une autre hypothèse, plus audacieuse, suggère que certaines de ces lignes naturelles pourraient elles-mêmes être les vestiges d'aménagements anciens, remodelés par le temps au point de paraître naturels. Dans cette perspective, la frontière entre la nature et la culture s'efface. Ce qui nous semble aujourd'hui être une montagne ou une plaine aurait pu être, il y a des millions d'années, un marquage volontaire de la surface. L'apparition des images satellites a ouvert un champ immense à ce type d'interprétation. De nombreux géoglyphes n'ont été découverts que grâce à cette technologie moderne, ce qui implique que des milliers d'autres pourraient encore exister, invisibles à l'œil nu ou dissimulés par la végétation. Cela alimente l'idée que la Terre entière pourrait être couverte de lignes terrestres dont une partie seulement a été révélée. Certaines de ces lignes pourraient remonter à des périodes bien plus anciennes que celles admises par l'archéologie classique, mais être impossibles à dater précisément. Un autre aspect fascinant est la dimension symbolique des lignes. Elles sont souvent interprétées comme des calendriers, des rituels ou des messages adressés aux dieux. Mais si elles étaient en réalité des restes d'un langage visuel, d'une cartographie ou même d'une technologie primitive, une civilisation avancée aurait pu utiliser des tracés géants pour marquer des repères, cartographier le ciel ou transmettre des informations à grande échelle. Ces fonctions nous échappent aujourd'hui parce que nous ne parlons plus ce langage. Nous voyons des animaux, des formes géométriques, des chemins, mais peut-être s'agissait-il d'un système de communication ou de signalisation que nous ne savons plus décoder. L'étude des lignes terrestres révèle aussi un aspect psychologique, notre tendance à chercher des motifs. L'œil humain est naturellement attiré par les formes régulières et les symétries. Cela peut nous pousser à voir des intentions là où il n'y a que des hasards. Mais même en tenant compte de ce biais, certaines structures restent troublantes. Quand des tracés s'étendent sur des dizaines de kilomètres avec une précision géométrique, il devient difficile de parler de simples coïncidences.
La question n'est alors plus de savoir si elles sont artificielles, mais pourquoi elles ont été faites, et surtout par qui. La notion de ligne terrestre rejoint aussi l'idée de réseau énergétique planétaire, popularisée par certaines théories alternatives. Selon ces hypothèses, les anciens auraient identifié des points particuliers de la Terre, où des forces invisibles se concentraient. Ils auraient non marqué ces points par des constructions ou des tracés, créant un réseau global d'alignement. Bien que cette idée soit souvent rejetée par la science conventionnelle, elle illustre un besoin plus profond. Comprendre pourquoi tant de cultures différentes ont ressenti la nécessité de marquer le sol à grande échelle. Les lignes terrestres posent donc une question centrale. Sont-elles le produit d'une créativité humaine spontanée ou bien l'héritage d'un savoir ancien, transmis à travers les âges comme un écho lointain? Et si elles remontaient à des époques bien plus anciennes encore, au point d'avoir survécu comme les derniers témoins visibles d'une civilisation disparue? L'hypothèse reste ouverte. Chaque nouvelle découverte satellite, chaque motif révélé sous les sables ou les steppes nourrit ce mystère. Les lignes terrestres sont peut-être de simples œuvres humaines, liées à des rituels et des traditions locales. Mais elles pourraient aussi être, pour ceux qui osent l'imaginer, les cicatrices d'un passé oublié, les marques démesurées d'une société qui voulait inscrire son existence non pas dans la pierre d'un monument, mais dans la peau même de la terre. Et si ces lignes que nous contemplons aujourd'hui n'étaient pas seulement des symboles, mais des empreintes, les ultimes signatures d'une humanité qui ne fut pas la nôtre, mais qui précéda la nôtre? Lorsque l'on observe les récits fondateurs des civilisations humaines, qu'ils soient issus de l'Inde ancienne, de la Grèce, de la Mésopotamie, des peuples amérindiens ou des traditions africaines, un motif troublant revient sans cesse. Celui d'âges d'or disparus, de peuples engloutis, de cycles de destruction suivis de renaissance. Ces parallèles mythologiques ne peuvent être ignorés car ils témoignent d'une mémoire collective universelle. Si l'on choisit de les considérer uniquement comme des fables, ils apparaissent comme le reflet des angoisses et des espérances humaines. Mais si l'on admet qu'ils pourraient alors contenir la trace déformée d'événements réels, alors ils deviennent autant d'indices d'un passé plus ancien que celui reconnu par la science actuelle. Dans les mythes grecs, l'histoire des âges successifs de l'humanité décrite par Hésiode illustre cette idée. Il évoque un âge d'or, où les hommes vivaient en harmonie, suivis par des âges d'argent, de bronze et enfin de fer, marqués par le déclin et la violence. Cette succession de mondes successifs rappelle les conceptions indiennes des cycles du temps, où les yugas s'enchaînent dans un rythme de création et de destruction. Dans ces deux traditions éloignées géographiquement, l'humanité n'était pas perçue comme unique ou linéaire, mais comme une série de civilisations éphémères, chacune condamnée à disparaître pour laisser place à la suivante. Les textes indiens, notamment le Mahabharata, décrivent aussi des guerres d'une intensité extraordinaire, avec des armes capables de dévaster des régions entières. Ces récits évoquent des explosions, des chaleurs brûlantes, des cendres retombant du ciel, des descriptions qui rappellent étrangement nos images modernes de la guerre nucléaire. La plupart des spécialistes considèrent ces passages comme des métaphores, destinées à magnifier les conflits humains. Mais d'autres y voient peut-être la mémoire d'une technologie oubliée, ou du moins la réminiscence d'événements si marquants qu'ils ont été transfigurés en épopées mythiques. En Mésopotamie, les tablettes sumériennes racontent la création de l'humanité par des dieux venus du ciel, qui auraient transmis aux hommes les savoirs essentiels. Les dynasties sumériennes les plus anciennes, selon ces récits, auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années, bien avant les premières villes que l'archéologie a mises au jour. Les chercheurs modernes considèrent ces chiffres comme symboliques, mais il est intéressant de constater que la notion de civilisation extrêmement ancienne est déjà inscrite dans la culture la plus ancienne connue de l'humanité. Les traditions des peuples autochtones d'Amérique du Nord et du Sud évoquent également des cycles d'humanité. Les Hopis parlent de plusieurs mondes successifs, chacun détruit par un cataclysme, le premier par le feu, le second par la glace, le troisième par des eaux déchaînées. Selon eux, nous vivons actuellement dans le quatrième monde. Ce schéma ressemble de manière frappante à celui des cycles décrits dans les mythologies d'autres continents. Comment expliquer qu'à des milliers de kilomètres de distance, des peuples sans contact apparent aient contre-développé des récits si semblables? Est-ce une coïncidence culturelle née des expériences communes face aux catastrophes naturelles, ou bien l'écho d'un souvenir partagé, enraciné dans une réalité plus ancienne?
En Afrique, certaines traditions racontent l'existence de royaumes disparus dotés d'un savoir immense. Les Dogon, par exemple, possèdent des connaissances astronomiques, étonnamment précises sur l'étoile Sirius et son compagnon invisible, connu seulement de l'astronomie moderne. Les chercheurs expliquent ces connaissances par des contacts ultérieurs avec des savants extérieurs, mais la légende persiste. Ces savoirs leur auraient été transmis par des êtres venus d'un temps antérieur. Encore une fois, la frontière entre mythe et science se brouille et l'idée d'un héritage ancien surgit. Dans l'océan Pacifique, les récits des peuples polynésiens évoquent des terres englouties, des royaumes perdus sous les flots. De l'Atlantide à Mu, en passant par Lemuria, ces mythes marins racontent tous la même histoire. Un peuple florissant anéanti soudainement par une catastrophe, laissant derrière lui une mémoire transmise par les survivants. La science explique que ces récits trouvent leur origine dans les montées des eaux après les périodes glaciaires. Mais pourquoi ces histoires reviennent-elles avec une telle force sous tant de formes différentes à travers le globe ? La comparaison entre mythes montre que certaines images reviennent systématiquement. La chute des civilisations, la colère des dieux, les catastrophes naturelles, la transmission d'un savoir ancien. Même en écartant les interprétations surnaturelles, ces thèmes semblent former une structure universelle. Si chaque culture inventait ses mythes de manière isolée, on s'attendrait à plus de diversité. Mais la répétition des motifs suggère une origine commune, qu'elle soit culturelle ou historique. Les parallèles mythologiques ne sont pas seulement des curiosités littéraires. Ils constituent un témoignage indirect sur la manière dont les sociétés humaines perçoivent leur passé et se transmettent la mémoire de ce passé. Ils fonctionnent comme des archives, certes transformées par l'imaginaire, mais capables de préserver des informations sur des événements réels. Les inondations, les incendies, les famines, les guerres, autant de réalités que l'on retrouve traduites en récits mythologiques. En ce sens, si une civilisation avait existé avant nous et avait été détruite, il est logique que son souvenir ait survécu dans les mythes, transmis de bouche à oreille et déformé au fil des siècles. Il faut aussi noter que les mythes se transmettent avec une étonnante longévité. Certaines traditions orales australiennes décrivent d'autant des paysages aujourd'hui submergés par la mer, ce qui correspond à des changements géographiques survenus il y a plus de 10 000 ans. Cela prouve que la mémoire collective peut traverser les millénaires avec une fidélité relative. Si cela est possible sur 10 000 ans, pourquoi pas sur 100 000 ou davantage, sous une forme plus symbolique ? Dans ce cas, les mythes de civilisations disparues pourraient bien être des récits codés d'événements qui remontent à des âges bien plus anciens que ce que nous admettons. Ces parallèles soulèvent une interrogation cruciale. Et si nous étions les héritiers inconscients d'un savoir qui ne nous appartient pas entièrement ? Les mythes qui parlent de transmission de connaissances, de dieux enseignants ou de peuples antérieurs pourraient alors être compris comme des souvenirs d'un héritage oublié. Notre propre civilisation pourrait être le dernier maillon d'une chaîne dont nous avons perdu la mémoire. Bien entendu, la science demande des preuves matérielles pour accepter une telle hypothèse. Les mythes, par leur nature, ne peuvent être considérés comme des preuves directes. Mais ils sont des signaux, des indices culturels qui nous invitent à élargir nos perspectives. Ils rappellent que l'histoire humaine ne se limite pas à ce que nous avons écrit sur des tablettes ou gravé sur des monuments. Elle inclut aussi ce que nous avons chanté, raconté et répété à travers les âges. Les parallèles mythologiques montrent que partout sur la planète, les hommes se souviennent d'avoir succédé à d'autres, d'avoir hérité d'un monde marqué par des catastrophes et des effondrements. Qu'il s'agisse d'un souvenir réel ou d'une invention universelle, ce constat nourrit la même question. Pourquoi cette idée de civilisation disparue est-elle si profondément ancrée dans la mémoire de l'humanité ? Et si ces mythes, malgré leurs embellissements et leurs métaphores, étaient les derniers fragments de vérité laissés par ceux qui ont vécu avant nous, comme un écho qui persiste à travers le temps pour nous rappeler que nous ne sommes peut-être pas les premiers ? L'histoire de la Terre n'est pas une ligne droite, mais une suite de cycles. Ces rythmes cosmiques et géologiques façonnent la vie depuis des milliards d'années. Comprendre ces cycles, c'est comprendre que la planète connaît des périodes d'expansion et de régression, de fertilité et de destruction, d'ouverture et de fermeture. Chaque cycle efface une partie du passé et prépare un nouvel avenir. Dans ce cadre, il est légitime de se demander si certaines fenêtres temporelles auraient pu accueillir non seulement des espèces animales et végétales prospères, mais aussi des civilisations intelligentes dont les traces se seraient ensuite dissoutes dans les grands bouleversements cycliques. Les cycles climatiques
sont parmi les plus visibles. La Terre a traversé plusieurs ères glaciaires, chacune suivie de réchauffements intenses. Lors des périodes glaciaires, d'immenses calottes recouvraient sans cas les continents, remodelant les paysages, détruisant la plupart des écosystèmes et forçant les espèces à migrer ou disparaître. Puis, avec le réchauffement, de nouvelles terres fertiles apparaissaient ouvrant des opportunités pour des expansions biologiques. Ces bascules, se répétant sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années, constituent autant de coupures brutales qui auraient non pu effacer les traces d'une société préexistante. Si une civilisation s'était développée durant un de ces interstices, elle aurait été ensevelie ou détruite au moment du basculement suivant. Les cycles cosmiques, eux, s'expriment à travers le mouvement du système solaire dans la galaxie. La Terre ne tourne pas seulement autour du Soleil, l'ensemble de notre système se déplace dans la Voie lactée, traversant des zones où l'environnement spatial change radicalement. Certaines de ces zones sont riches en radiation, en poussière cosmique ou marquées par des forces gravitationnelles intenses. Traverser ces régions peut avoir un effet profond sur le climat terrestre et sur la vie elle-même. Des études suggèrent donc que certains épisodes d'extinction coïncident avec ces traversées galactiques. Dans cette logique, on peut imaginer que ces passages auraient pu interrompre brutalement l'histoire d'une civilisation, la réduisant à néant avant même qu'elle ait eu le temps de laisser des traces durables. Un autre type de cycle réside dans la tectonique des plaques. Les continents ne sont pas immobiles. Ils se déplacent, se rassemblent et se séparent dans des cycles qui s'étendent sur des centaines de millions d'années. L'existence passée de supercontinents comme la Pangée ou le Gondwana en témoigne. Chaque fois qu'un supercontinent se forme puis se brise, les paysages changent complètement. Les montagnes naissent, les océans se ferment et d'immenses zones terrestres disparaissent sous les eaux. Toute civilisation implantée dans ces régions aurait vu ses territoires engloutis, ses monuments broyés par la pression, ses infrastructures réduites en poussière. Le cycle tectonique agit comme un grand broyeur d'histoire, recyclant sans pitié la mémoire de la surface. Les cycles biologiques sont eux aussi implacables. L'histoire de la vie montre une succession d'espèces dominantes qui disparaissent pour laisser place à d'autres. Les dinosaures ont régné pendant des dizaines de millions d'années, mais leur extinction a ouvert la voie qu'aux mammifères. Avant eux, d'autres créatures dominaient les océans et les continents. Chaque règne s'achève, souvent brutalement, et un nouveau commence. Si nous projetons cette logique sur l'émergence de l'intelligence, rien n'interdit d'imaginer que d'autres espèces, aujourd'hui disparues, aient pu atteindre un degré d'organisation comparable au nôtre avant d'être balayées par un effondrement biologique. Le cycle aurait alors effacé leur présence, ne laissant que des fossiles muets incapables de raconter leur véritable histoire. Ce qui rend ces cycles particulièrement importants pour notre réflexion, c'est leur régularité. Ils ne sont pas des événements isolés, mais des répétitions. La Terre semble entrer et sortir de phases où la vie s'épanouit, puis se contracte. Chaque fois que la vie revient, elle repart d'une base différente, mais enrichie des transformations précédentes. Ces reprises successives donnent l'image d'une planète qui expérimente, détruit, recommence. Dans ce contexte, l'idée d'une civilisation oubliée ne paraît pas farfelue. Elle serait simplement un essai parmi d'autres, englouti par la mécanique des cycles. Les traditions humaines anciennes, elles aussi, évoquent souvent des cycles. Dans l'hindouisme, les yugas représentent des âges successifs, chacun marqué par une montée puis une chute de la civilisation avant qu'un nouveau cycle ne commence. Dans les mythes mésoaméricains, les dieux créent et détruisent de plusieurs humanités avant la nôtre. Ces récits symboliques font écho à la réalité géologique et cosmique que nous découvrons. La Terre n'avance pas en ligne droite mais en spirale, alternant des phases de création et de destruction. Les mythes et la science semblent converger vers une même vision cyclique. Il faut aussi considérer la durée de ces cycles. Les sociétés humaines connues n'ont que quelques millénaires d'existence, mais les cycles terrestres et cosmiques se comptent en centaines de milliers ou en millions d'années. Cela crée un décalage immense. Nous cherchons à inscrire notre histoire dans un cadre bien trop étroit par rapport à celui de la planète. Cette disproportion explique pourquoi nous avons tant de mal à imaginer qu'une autre civilisation ait pu exister. Mais si nous acceptons de penser à l'échelle des cycles, alors notre propre civilisation devient minuscule, et l'espace laissé au possible monde disparu devient presque infini. Les cycles planétaires posent une question fondamentale. La civilisation est-elle un accident unique ou un phénomène récurrent ?
Si la vie a su profiter à plusieurs reprises des conditions favorables pour se diversifier et s'organiser, pourquoi n'aurait-elle pas aussi franchi le seuil de l'intelligence sociale et technologique plus d'une fois? Dans ce cas, nous ne serions pas les premiers, mais seulement les derniers en date d'une longue série de tentatives. L'idée de cycle nous invite aussi à envisager notre propre avenir. Si la Terre poursuit son rythme, de nouveaux cataclysmes viendront. Notre civilisation, malgré ses prouesses technologiques, reste vulnérable aux grandes forces cosmiques et géologiques. Nous pourrions, à notre tour, être effacés par un cycle que nous ne maîtrisons pas. Dans 100 millions d'années, peut-être qu'une autre espèce intelligente se demandera si elle est la première à marcher sur cette planète, ignorant que nous avons existé avant elle. Notre mémoire serait alors fossilisée, brouillée, intégrée dans un cycle plus vaste. En ce sens, réfléchir au cycle planétaire, c'est aussi réfléchir à notre propre fragilité. Cela nous oblige à admettre que nous ne sommes qu'un maillon d'une chaîne immense dont nous ne voyons qu'une petite portion. Chaque cycle laisse derrière lui des cicatrices visibles, montagnes, fossiles, anomalies géologiques, mais aussi des vides béants dans lesquels peuvent se loger toutes les hypothèses. Ainsi, les cycles planétaires ne sont pas seulement des données scientifiques, ils sont la toile de fond de toutes les spéculations sur les civilisations perdues. Ils rappellent que le temps est circulaire, que la destruction est suivie de la création et que l'oubli est inévitable. Dans ce cadre, l'idée que nous ne soyons pas les premiers devient non seulement possible, mais presque attendue. Et si, au cœur de ces cycles, la Terre avait déjà vu naître et mourir plusieurs humanités, chacune effacée par le passage inéluctable de la roue cosmique, avant que nous ne prenions la place qui pourrait, un jour, être la leur? Si l'on admet l'hypothèse qu'une civilisation intelligente ait pu précéder la nôtre, la question suivante se pose naturellement. Quelle espèce aurait pu en être l'initiatrice? Pendant longtemps, nous avons considéré l'intelligence comme une caractéristique presque exclusive de l'humanité moderne. Mais les recherches en paléontologie, en biologie et en éthologie montrent que de nombreuses espèces, passées ou présentes, possèdent des capacités cognitives avancées. Certaines d'entre elles, disparues depuis des millions d'années, auraient bon pu représenter des candidates crédibles à l'émergence d'une société organisée, voire technologique. Explorer cette possibilité ne relève pas seulement de la spéculation, c'est aussi une manière de mieux comprendre les potentialités de la vie sur Terre. Les hominidés constituent évidemment les premiers candidats. Avant Homo sapiens, plusieurs espèces proches ont existé. Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis et bien d'autres encore. Certaines ont survécu pendant des centaines de milliers, voire plus d'un million d'années, soit beaucoup plus longtemps que nous pour l'instant. Homo erectus, par exemple, a fabriqué des outils, maîtrisé le feu et s'est répandu sur plusieurs continents. Les Néandertaliens, eux, enterraient leurs morts, fabriquaient des objets symboliques et semblaient en posséder une forme de langage. Ces indices montrent que l'intelligence et la culture ne sont pas nées uniquement avec nous. Cependant, ces espèces ne remontent qu'à quelques centaines de milliers d'années, ce qui reste infime à l'échelle géologique. Si l'on parle de civilisations beaucoup plus anciennes, il faut élargir le champ des candidats. Les dinosaures, par exemple, ont dominé la planète pendant plus de 150 millions d'années. Parmi eux, certaines lignées, comme les théropodes, ont développé des cerveaux relativement grands en proportion de leur corps. Des chercheurs ont même spéculé que si l'extinction de la fin du Crétacé n'avait pas eu lieu, certains dinosaures auraient pu continuer à évoluer vers des formes intelligentes, comparables aux humains. Cette hypothèse est connue sous le nom de dinosauroïde, un modèle théorique imaginant à quoi aurait pu ressembler un dinosaure intelligent. Bien que spéculative, elle met en lumière une idée importante. Rien n'empêche, sur le plan biologique, l'émergence d'une intelligence complexe dans une lignée très différente de la nôtre. Les cétacés représentent un autre cas fascinant. Les dauphins et les baleines possèdent de grands cerveaux, des comportements sociaux élaborés, une communication sophistiquée et même des traditions culturelles transmises de génération en génération. Leurs capacités cognitives sont telles que certains chercheurs parlent de culture cétacéenne. Cependant, leur environnement aquatique limite la possibilité de développer une technologie matérielle comparable à la nôtre. Mais si une espèce marine intelligente avait existé dans un passé lointain, elle aurait pu développer un autre type de civilisation, adaptée à son milieu. Les traces matérielles d'une telle société seraient d'ailleurs encore plus difficiles à retrouver, car l'eau efface et transforme rapidement les preuves. Les céphalopodes, comme les poulpes,
offrent également une piste intrigante. Leur intelligence surprend par sa complexité. Ils résolvent des problèmes, utilisent des outils, se reconnaissent dans des miroirs et font preuve de comportements créatifs. Les poulpes actuelles ont une durée de vie trop courte pour développer une culture cumulative, mais il était concevable que, dans un passé lointain, une lignée proche ait évolué différemment, atteignant un niveau d'organisation plus avancé. Leur biologie souple et leur adaptation extrême aux environnements variés font d'eux des candidats étonnants pour imaginer une intelligence alternative. D'autres espèces disparues suscitent aussi des hypothèses. Les grands reptiles marins, comme les plésiosaures ou certains mammifères préhistoriques, auraient pu évoluer vers une complexité sociale et cognitive bien plus grande que ce que nous supposons. L'absence de preuves directes ne permet pas de confirmer ces idées, mais elle ne les exclut pas non plus. La durée de leur domination et la diversité de leurs formes laissent ouverte la possibilité que certaines lignées aient exploré des voies d'évolution vers l'intelligence. Ce qui rend l'idée d'espèces candidates crédible, c'est le constat que l'intelligence est apparue de manière répétée dans l'histoire de la vie. Les oiseaux, les primates, les éléphants, les cétacés, les céphalopodes, tous montrent des formes d'intelligence avancées, apparues indépendamment les unes des autres. Cela prouve que l'évolution tend à produire, dans certains contextes, des capacités cognitives complexes. Si cela s'est produit plusieurs fois en quelques dizaines de millions d'années, pourquoi pas dans des centaines de millions d'années avant nous? Il faut aussi considérer que l'intelligence ne mène pas forcément à la technologie telle que nous la concevons. Une espèce pourrait avoir développé une civilisation symbolique, artistique ou spirituelle sans laisser de machines ou de constructions monumentales. De telles civilisations, basées sur des formes de culture immatérielles, auraient disparu sans laisser de traces visibles. Dans ce cas, même si elles ont existé, nous ne pourrions les détecter qu'à travers des indices extrêmement subtils, peut-être enfouis dans des anomalies géochimiques ou des vestiges organiques fossilisés. La question des espèces candidates nous oblige donc à dépasser notre anthropocentrisme. Nous avons tendance à croire que l'intelligence doit ressembler à la nôtre et mener à des villes, à des outils, à des technologies métalliques. Mais l'évolution aurait pu suivre d'autres chemins, produisant des formes d'organisation radicalement différentes. Une civilisation ancienne pourrait avoir existé sans jamais construire de pyramides ou de temples, mais en laissant des marques que nous ne savons pas encore reconnaître comme telles. Enfin, cette réflexion a une résonance particulière pour notre propre avenir. Nous savons que notre espèce n'est qu'une parmi d'autres dans l'arbre de la vie, et qu'elle est soumise aux mêmes lois de l'évolution et de l'extinction. Imaginer d'autres espèces candidates, passées ou futures, c'est admettre que l'intelligence n'est pas un privilège unique, mais une possibilité parmi d'autres. Nous ne sommes peut-être pas la première civilisation, et nous ne serons peut-être pas la dernière. L'idée que la Terre ait pu abriter plusieurs essais de civilisation portés par des espèces différentes transforme profondément notre manière de voir l'histoire. Elle ouvre la possibilité que nous soyons les héritiers inconscients d'un long processus, où d'autres avant nous ont tenté, ont échoué et ont disparu sans laisser de traces claires. Et si, parmi les fossiles que nous étudions aujourd'hui, certains n'étaient pas seulement les restes d'animaux, mais les vestiges d'êtres qui avaient franchi le seuil de la civilisation, avant de retourner au silence des espèces éteintes. Toute civilisation, aussi brillante soit-elle, est condamnée à disparaître. Cette affirmation peut sembler pessimiste, mais elle découle d'une simple réalité. Le temps, allié à la nature, efface tout. L'oubli est inévitable. Lorsque l'on songe à la fragilité de nos propres infrastructures, on comprend à quel point l'histoire de la Terre a déjà englouti et digéré des millions de traces d'êtres vivants, de paysages et peut-être même de sociétés intelligentes. Ce qui nous reste aujourd'hui n'était qu'une infime partie d'un immense puzzle dont la majorité des pièces a été irrémédiablement perdue. Les villes modernes offrent un exemple frappant. Si demain nos cités étaient abandonnées, en quelques décennies, la végétation reprendrait possession des rues. En quelques siècles, les bâtiments s'effondreraient, rongés par la pluie, le vent et les racines. Les ponts se désagrégeraient, les routes disparaîtraient sous les couches de terre. Dans 10 000 ans, il ne subsisterait que des fragments enfouis sous les sédiments. Dans 1 million d'années, ces fragments seraient réduits à des traces minérales presque impossibles à distinguer d'une roche ordinaire. Ce processus ne touche pas seulement l'homme moderne, il est universel. Toute structure matérielle est condamnée à se transformer et à disparaître, avalée par la dynamique de la Terre. La tectonique des plaques joue un rôle central dans cet oubli. Les continents glissent, se heurtent, disparaissent sous d'autres masses terrestres.
Une civilisation installée sur un continent ancien aurait vu ses terres englouties, ses montagnes broyées et recyclées dans le manteau terrestre. La mémoire matérielle d'une telle société aurait été anéantie, bien avant que nous ne puissions en trouver la moindre preuve. Les océans participent aussi à cet effacement. Le sel, les courants et la pression détruisent tout ce qui tombe dans leur profondeur. Les rares traces qui subsistent deviennent méconnaissables après des millions d'années. À cet oubli géologique s'ajoute un oubli biologique. Les organismes vivants eux-mêmes se décomposent rapidement. Les fossiles que nous retrouvons représentent une fraction infinitésimale de tout ce qui a vécu. Pour qu'un être vivant devienne fossile, il faut un concours exceptionnel de circonstances. Si ce processus est rare pour les animaux, il l'est encore plus pour les objets manufacturés. Ainsi, même si des civilisations avaient existé il y a des dizaines de millions d'années, la probabilité que leur création ait survécu jusqu'à nous est extrêmement faible. Les catastrophes naturelles accentuent encore cet oubli. Les éruptions volcaniques recouvrent les paysages de laves incandescentes, effaçant tout sur leur passage. Les impacts d'astéroïdes pulvérisent les structures, réduisant en poussière des régions entières. Les glaciations écrasent les sols sous des kilomètres de glace, puis la fonte engloutit les terres sous la mer. Chaque cataclysme agit comme une gomme, effaçant les signes de ce qui existait auparavant. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que nous ne trouvions aucune preuve directe d'une civilisation plus ancienne. Mais l'oubli ne concerne pas uniquement la matière. Il touche aussi la mémoire culturelle. Même notre propre histoire récente nous montre à quel point les récits se transforment, se déforment ou disparaissent avec le temps. Les traditions orales se perdent en quelques générations. Les archives écrites se détériorent en quelques siècles si elles ne sont pas protégées. Que restera-t-il de nos bibliothèques dans 10 000 ans? Probablement rien de lisible. Si une civilisation passée avait laissé des traces écrites ou symboliques, elles auraient subi le même sort. Ce que nous appelons aujourd'hui mythe pourrait être tout ce qui subsiste d'une mémoire beaucoup plus vaste, réduite à quelques récits fragmentaires transmis au fil des âges. Ce qui rend l'oubli inévitable encore plus frappant, c'est la disproportion entre la durée de vie des civilisations et l'échelle géologique. Notre société technologique n'a que quelques siècles. Même les grandes civilisations antiques ne s'étendaient que sur quelques milliers d'années, mais la Terre se mesure en millions et en milliards d'années. Sur cette toile immense, nos civilisations apparaissent comme des étincelles fugaces. Si nous disparaissions demain, il est improbable qu'aucune trace reconnaissable n'existerait dans quelques millions d'années. De la même manière, si d'autres civilisations avaient existé avant nous, elles auraient été effacées avec la même facilité. Cette perspective s'est renforcée par les expériences de simulation. Des chercheurs ont étudié combien de temps survivraient nos infrastructures si elles n'étaient plus entretenues. Les résultats montrent que la nature reprend le dessus extrêmement vite. Les forêts envahissent les villes, les barrages cèdent, les ponts s'effondrent. Dans 10 000 ans, les ruines seraient méconnaissables. Dans 100 000 ans, il n'en resterait presque rien. Cela illustre de manière concrète à quel point l'oubli est inévitable, même pour une civilisation aussi puissante que la nôtre. Il faut également prendre en compte la transformation des matériaux. Le fer rouille, le béton se fissure, le verre se décompose, les plastiques eux-mêmes finissent par se fragmenter. Seuls quelques matériaux pourraient en survivre très longtemps, comme certains alliages ou céramiques, mais ils seraient enfouis, transformés, intégrés dans de nouvelles couches géologiques. Ils ne ressembleraient plus du tout à des objets manufacturés. Une civilisation future pourrait les retrouver sans comprendre leur origine, les prenant pour des curiosités naturelles. Cette idée d'oubli inévitable nous conduit à un constat vertigineux. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que nous sommes les premiers. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais plutôt la conséquence logique du passage du temps. La Terre est un système en perpétuel renouvellement, et tout ce qui s'y trouve finit par disparaître ou se transformer. Si nous n'avons pas trouvé de traces claires de civilisations passées, ce n'est peut-être pas parce qu'elles n'ont jamais existé, mais parce que leur mémoire a été totalement effacée par l'immensité des âges. Pourtant, quelques indices ténus persistent. Des anomalies géologiques, des récits mythologiques, des artefacts controversés entretiennent le doute. Ils rappellent que l'oubli n'est jamais absolu. Même si la majorité des preuves disparaît, il peut rester des fragments, des cicatrices, des signes faibles. Notre tâche consiste à les identifier et à les interpréter, tout en acceptant qu'une grande partie du passé restera à jamais inaccessible.
L'oubli inévitable, loin de fermer la porte à l'hypothèse de civilisation ancienne, la rend au contraire plus plausible. Car si tout finit par disparaître, il est logique que nous ne trouvions rien de clair. L'absence de ruines Topa ne doit pas être vue comme une impossibilité, mais comme la conséquence attendue de l'action conjuguée du temps, de la géologie et des catastrophes. Alors, la véritable question n'est pas de savoir pourquoi nous n'avons pas trouvé de preuves. La question est plutôt de savoir si nous serons un jour capables de distinguer, au milieu de cet oubli, les rares traces qui auraient échappé à la destruction totale. Et si ces traces existaient déjà, disséminées dans nos musées, nos archives géologiques ou nos légendes, mais que nous ne savions pas encore les lire pour ce qu'elles sont réellement, les restes d'un monde effacé par le temps, englouti dans l'oubli inévitable de la Terre? La science moderne repose sur l'observation, l'expérimentation et la validation par des preuves tangibles. Pourtant, au cœur de ces réussites, subsistent des zones d'ombre, des anomalies et des énigmes qui résistent aux explications classiques. Lorsqu'on les examine attentivement, certaines de ces énigmes semblent étrangement compatibles avec l'idée qu'une civilisation antérieure à la nôtre ait pu exister. Bien que la majorité des chercheurs ne défendent pas cette hypothèse, elle continue de planer en arrière-plan, alimentée par ces questions restées sans réponse claire. L'une des premières énigmes concerne les anomalies géologiques. Dans certaines strates très anciennes, on retrouve des signatures chimiques inhabituelles, comme des concentrations anormales de carbone, de métaux rares ou de gaz. Ces anomalies sont souvent attribuées à des phénomènes naturels, éruptions volcaniques massives, impacts météoritiques, variations climatiques brutales. Pourtant, certains chercheurs indépendants suggèrent que de telles signatures pourraient aussi correspondre aux activités industrielles d'une civilisation disparue. Par exemple, une combustion massive de combustibles fossiles laisserait une empreinte isotopique particulière dans les sédiments. La question est de savoir si nous saurions reconnaître une telle empreinte si elle datait de plusieurs dizaines de millions d'années. Une autre énigme fascinante est celle de certains artefacts controversés. Au fil des siècles, des objets ont été retrouvés dans des contextes géologiques qui semblent impossibles. Des outils en pierre ou en métal dans des couches trop anciennes, des sphères aux rainures régulières datant de plusieurs milliards d'années, des structures mystérieuses découvertes au fond des océans. La majorité de ces cas ont été rejetés par la science officielle, souvent à juste titre, car beaucoup s'expliquent pas par des intrusions, des erreurs de datation ou des interprétations hâtives. Mais quelques cas demeurent sans explication définitive. Ces rares exceptions alimentent sans l'idée que nous pourrions passer à côté d'indices authentiques d'un passé oublié. Les monuments mégalithiques constituent également une énigme récurrente. Comment des peuples supposés primitifs ont-ils pu ériger des blocs de plusieurs centaines de tonnes avec une précision telle que certaines structures restent debout depuis des millénaires? Officiellement, ces prouesses entendantes sont attribuées à une organisation sociale remarquable et à l'ingéniosité technique. Mais pour certains chercheurs, elles pourraient en témoigner de savoirs hérités d'une époque plus ancienne, transmise de génération en génération. Dans cette perspective, Stonehenge, les pyramides d'Égypte ou les alignements de Karnak seraient les ultimes reflets d'un savoir beaucoup plus vieux, presque fossilisé dans la mémoire humaine. Les récits mythologiques, lorsqu'ils sont mis en parallèle avec ces anomalies, deviennent eux aussi des énigmes scientifiques. Pourquoi tant de cultures différentes parlent-elles de mondes engloutis, de cycles de destruction et de renaissance, d'être venus transmettre des connaissances? La science tend à y voir des symboles universels, liés à l'expérience humaine des catastrophes naturelles. Mais la récurrence de ces thèmes à travers le monde intrigue. Et si ces récits avaient pour origine un souvenir collectif d'événements réels, déformés par les siècles et transmis jusqu'à nous sous forme de légendes? Une autre énigme réside dans la rapidité avec laquelle certaines civilisations humaines connues ont atteint des niveaux de complexité surprenants. La Mésopotamie, par exemple, voit apparaître presque simultanément l'écriture, l'architecture monumentale, l'astronomie et des systèmes politiques de complexes. Cette accélération soulève la question: s'agit-il d'une évolution naturelle ou bien d'une réactivation d'un savoir oublié, redécouvert après avoir été perdu? Les archéologues parlent souvent d'inventions multiples ou de convergences culturelles, mais l'idée que ces bons puissent être liés à un héritage ancien n'est jamais totalement écartée par ceux qui explorent des hypothèses alternatives.
La biologie elle-même contient des mystères compatibles avec cette réflexion. Certaines espèces animales actuelles, comme les cétacés, les éléphants ou les corvidés, montrent des comportements sociaux et cognitifs étonnants. Elles transmettent des savoirs, utilisent des outils, coopèrent et communiquent ensemble de manière complexe. Ces capacités ne sont pas des anomalies, mais des preuves que l'intelligence est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. Si cela est vrai à petite échelle, pourquoi ne pas envisager que, dans le passé, une espèce disparue ait franchi le seuil de la civilisation avant d'être effacée par le temps? Les énigmes scientifiques concernent aussi notre propre empreinte. Aujourd'hui, nos activités modifient la composition chimique de l'atmosphère et des sols. Les chercheurs parlent déjà d'un futur signal géologique de notre époque, marqué par les plastiques fossilisés, les isotopes radioactifs et les dépôts industriels. Mais si nous disparaissions, ces signaux finiraient par se transformer et se mélanger à ceux produits par des phénomènes naturels. Dans quelques dizaines de millions d'années, une nouvelle espèce pourrait les découvrir et se demander si elles témoignent de processus géologiques ou de l'existence d'une civilisation disparue. Ce scénario miroir nous montre que la lecture de telles anomalies dans le passé est tout sauf simple. Un autre point troublant réside dans la mémoire culturelle longue. Certaines traditions orales, comme celle des peuples autochtones d'Australie, conservent des descriptions précises de paysages côtiers aujourd'hui submergés, ce qui correspond à des événements survenus il y a plus de 10 000 ans. Si la mémoire humaine peut conserver des récits aussi anciens, il est plausible que d'autres mythes contiennent des fragments de souvenirs bien plus lointains, encore. Mais comment les distinguer du symbolisme pur? C'est là une énigme scientifique majeure. Trouver une méthode pour décoder les mythes sans leur imposer nos propres interprétations. Les énigmes scientifiques ne prouvent rien de façon définitive. Elles ne constituent pas des preuves solides d'une civilisation antérieure. Mais elles entretiennent un espace de doute, une zone où la science et la spéculation se rejoignent. Cet espace est précieux, car il permet de poser des questions que l'on n'oserait pas aborder autrement. Plutôt que d'affirmer que nous sommes les premiers, nous pouvons admettre que nous n'en avons pas la certitude. L'histoire de la Terre est trop vaste, trop complexe, pour que nous puissions la reconstituer entièrement. Ce doute ne remet pas en cause la science. Au contraire, il la stimule, car chaque énigme devient une invitation à creuser davantage, à affiner nos méthodes, à explorer de nouveaux terrains. La possibilité d'une civilisation oubliée n'est pas une affirmation gratuite, mais une hypothèse qui nous pousse à mieux comprendre notre monde et son passé. Et si, au cœur de ces énigmes scientifiques, se cachait la clé d'une histoire parallèle, une histoire que nous n'avons pas encore su lire, mais qui attend, inscrite dans la pierre et les mythes, que nous la reconnaissions enfin.